fait de nous accueillir, nous. Alors, je sais que voilà, vous attendez la rencontre avec Daniel Picouli. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lara de la librairie, du chapitre dans le centre à côté. D'où aujourd'hui, on est chargé de vous faire une petite lecture pour vous faire découvrir ou redécouvrir, si vous l'avez déjà lu, les livres de Daniel Picouli. Alors ce soir, je ne suis pas venue toute seule. D'habitude, j'ai été toute seule. Je suis venue avec Béatrice. Béatrice est une amie de longue date qui est experte en lecture à voix haute, qui m'a initiée, formée depuis 3 ans maintenant. Donc voilà. Donc elle est venue ce soir et on va vous lire chacune un extrait. Voilà. Moi, je vais vous lire un premier extrait de, bien sûr, le dernier livre de Daniel Picouli, Les larmes du vent, donc, qui sont sur son enfance, plein d'anecdotes sur son enfance, de retour sur toute sa vie. Voilà. Moi, je vais vous lire un premier extrait. Un jeudi sans école ni caté, le grand Jeannot avait été chargé par la manne de m'occuper. Puisque tu ne sais pas quoi faire de ta peau. Moi, je savais quoi faire de la mienne. Je n'avais pas besoin d'occupeur comme lui. À presque 10 ans, un jeudi sans école, on est occupé à plein temps. Vivement vendredi qu'on se repose en classe. J'avais, entre autres, une maquette d'avion en balsa à terminer, des flèches pour mon arc à tailler, une étoile de shérif à échanger, un match de foot à gagner, mes soldats Mocarex à ranger, ma Talbot Lago Dinky Toy à huiler, mes cow-boys et indiens entretués, mes petites sœurs à battre à la corde à sauter, mon bocal à tétard et à surveiller, mes paris match à classer, un pari Hollywood à cacher et mon premier roman d'amour à terminer. Bref, je ne risquais pas le chômage technique, comme dit le pape. J'avais plutôt l'impression que c'était le grand Jeannot qui avait de la technique pour le chômage. La MAM le répétait souvent. Il n'y a pas de chômeurs que des feignants. Et des feignants, on n'en veut pas dans la famille. Elle essayait de se débarrasser du grand Jeannot avant qu'il ne fasse un enfant dans le dos à mes sœurs. J'avais remarqué qu'avec chaque mariage, il arrive un enfant devant ou dans le dos. Notre famille s'agrandit et la maison rapetisse. Chez nous, c'est comme pour les maquettes. On a un problème d'échelle. Le grand Jeannot était fier que la manne lui demande de m'occuper. Pour lui, c'était comme mettre un pied dans la porte. Il se sentait déjà fiancé à mes sœurs, n'importe laquelle. Comme il ne pouvait pas leur offrir de cadeaux, il m'en faisait. Un Fernandel, ça te plairait? J'espérais un Laurel et Hardy. Fernandel, c'est plus de ton âge. En réalité, c'était plutôt le sien. À l'entendre rire, j'avais l'impression qu'il s'offrait un cadeau sur mon dos en allant voir un film qui racontait son histoire. Comme dans Les Vignes du Seigneur, où Fernandel est un alcoolique repenti, vendeur de champagne. Ce nanarissime de Jean Boyer vous dégoûterait à 10 ans de l'amour, de l'ivresse et des cadeaux. Je n'aime pas les cadeaux. C'est souvent l'occasion de s'apercevoir qu'on se trompe sur vous. Au moins, en offrant du vin, on n'en sait pas plus sur l'autre, mais on en dit plus sur soi. Le grand Jeannot avait décidé de m'apprendre la vie, pour que je ne gâche pas la mienne comme il avait gâché la sienne. Ce bref moment de lucidité passé, il avait décrété qu'il serait mon professeur. Il adopta le ton qui va et me parla d'une leçon inaugurale comme au Collège de France. La sienne serait consacrée à la découverte du vin. Le vin, ce n'est pas comme l'Amérique, ça ne se découvre pas par hasard. Pour cette leçon inaugurale, le grand Jeannot avait choisi le cabanon derrière notre maison, un endroit sombre et inquiétant qui servait d'atelier, de cellier, de remise, de labo photo, de fumoir et d'engueuloir. C'est là qu'opérait le pape pour nous passer son fameux savon de table et nous remettre d'équerre. Il a un nez de pétrole, votre cabanon. On dirait un vin du Jura. Le cabanon sentait surtout le salpêtre, la rouille et l'essence des jerrycans vides. Ils avaient été stockés là, au moment de la fermeture du canal de Suez en 1956. J'avais 8 ans. Mimoun avait gagné le marathon aux Jeux Olympiques de Melbourne. Le canal, pour moi, c'était un soldat Mocarex avec cape, canne et haute forme,
Ferdinand de Lesseps, 1805-1894. Il m'avait appris le modisme que j'aimais pour sa capacité à réunir ce qui était séparé. C'est pas pour toi. Jeannot me nargue avec un verre de vin. Dans le cabanon, il avait préparé une cérémonie du genre Chiche Capon dans Les Disparus de Saint-Agile, un film avec Mouloudji, mon acteur préféré. On avait le projet, avec mon copain Bombec, d'être un jour les disparus de l'école Foch. En attendant, j'étais déçue. Pour la cérémonie, le grand Jeannot m'avait prévu ni squelette, ni Erich von Stroheim, mais seulement un gros cierge certainement récupéré à l'église Saint-Bernard et une montre gousset en or, dont il valait mieux ne pas connaître la provenance. Il la balançait au bout d'une chaîne, au-dessus d'un verre en pyrex à moitié rempli d'eau. Ça m'endormait. Je sursaute. À 4 heures précises, la montre du grand Jeannot se met à piailler. C'est l'heure! À la place de ma poudre de cocoboer habituelle, Jeannot verse dans l'eau de mon verre en pyrex numéro 11 7 gouttes de vin. C'est du vin de messe noire, du vin vaudou, comme chez toi là-bas. Je n'ai pas voulu le contredire et lui rappeler que côté vaudou, chez toi là-bas, le pas était de Tarbes dans les Pyrénées et la mame de Toussy dans la Nièvre. Ce qui pourrait à la rigueur donner un vaudou madiran ou un côte de nuit vaudou. Mais j'ai reconnu le vin vaudou du grand Jeannot. La bouteille était mal cachée sous l'établi. C'était du vin du postillon. Après ça, ton père ne pourra pas me refuser la main de tes sœurs. Le grand Jeannot ne voulait pas épouser les deux, mais n'importe laquelle. Pour ça, il fallait qu'il fasse sa demande et qu'elle soit acceptée. Il était sûr de lui. Il avait trouvé le truc. La révélation lui était venue au cinéma du Rincy, où il m'avait emmené voir à pied, à cheval et en Spoutnik. Il avait passé à l'entracte une réclame pour le vin du postillon. Elle mettait en scène une demande en mariage avec le père, sévère, sa fille obéissante, et le fiancé, godiche. Jeannot me l'avait joué une douzaine de fois sur le chemin du retour en interprétant les 3 rôles. Une sœur. Papa, Jeannot a quelque chose à te dire. Le pas. Je vous écoute, mais faites vite. Jeannot. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Le pas. Vous ne vous étonnerez pas, jeune homme, de recevoir un accueil plutôt frais. Jeannot. Frais comme le vin clairet du postillon. Le pas. J'aime les connaisseurs. Topez-la, mon gendre. Alors moi, je vais enchaîner sur l'avant-dernier roman de Daniel Picouli. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Donc certains d'entre vous reconnaîtront le début de cette saga, comme on dirait aujourd'hui, de 7 tomes. Et vous allez voir donc dès le premier chapitre que je vais vous lire pourquoi il fait cette référence à Proust. Cité Proust, Orly, vendredi 20 mars 1964. Longtemps, je me suis couché plusieurs. Chez nous, on est au moins 2 par lit. Je relis le début de ma rédaction en attendant M. Tarquin, mon professeur de français. Il parle le Proust couramment et j'espère que mon petit clin d'œil au début de la recherche du temps perdu aura une saine influence sur ma note. J'en ai grand besoin. Sans vouloir donner l'impression de dramatiser, je dirais même que c'est vital. Monsieur Tarquin est en retard, comme d'habitude. L'exactitude et la politesse des rois, ça tombe bien, je n'en suis pas un. La classe soutient le contraire et lui attribue d'office un royaume d'une vastitude sans égale. Ma classe ne le pense pas. Elle aime Tarquin, mais elle a un rang à tenir. Elle est la 3e B, réputée la plus féroce du collège Frédéric Joliot-Curie d'Orly. Là où les avions décollent et les garçons atterrissent.
Les filles, elles, vont à Irène Joliot-Curie. Par précaution, on nous a séparés d'un stade de plein air pour d'un côté entretenir le mystère féminin et de l'autre l'échauffer en cours de gymnastique. La seule occasion de voir les filles en short à élastique. Une invention du diable qui transforme n'importe quelle petite boulotte à cellulite en Sylvana Mangano Galbé dans Riz amer ou en Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Autant dire qu'il n'y a pas de dispense d'éducation physique dans la classe. Personne ne veut rater les filles quand elles font la roue, le grand écart ou les reins cassés. Nous sommes la 3e B, mais il n'y a pas de 3e A. Elle n'a pas été supprimée, elle n'a pas disparu, il n'y en a jamais eu. Ce n'est pas une aberration, mais un complexe. Mon collège a peur de faire pauvre, d'apparaître comme un de ces établissements scolaires abandonnés au milieu d'une cité HLM et qui n'ont pas les moyens de s'offrir une 2e classe de 3e. Pourtant, c'est bien ce qu'il est, mon collège. Pauvre. Mais avec une 3e B, ça ne se voit pas. B, ça fait riche. Orly, elle, n'a pas peur de faire pauvre. La ville est connue dans le monde entier pour son aéroport. Orly a pour banlieue New York, Tokyo ou Johannesburg. Ça lui suffit. Mais comme on ne sait jamais, elle a pris soin de parquer certains en bas de la ville et d'autres en haut. À Orly, il y a le haut et le bas. Le haut avec ses pavillons en meulière et nains en céramique à trône d'ivrogne, son parc de la mairie, son château et son tennis en terre battue. Le bas avec sa cité d'urgence, son bidonville, ses cités nouvelles et ses cités à venir. À Orly, on est du côté parc ou du côté cité. Moi, je suis du côté cité. Ma cité est ton sur ton, construite en briques rouges dans une ville rouge de banlieue rouge, comme l'appellent les journaux. Ceux qui n'aiment pas les gens de la mairie disent « À Orly, rouge sur rouge, rien ne bouge ». Dans ma cité, pourtant, ça bouge même trop. Ceux qui ne la connaissent pas la surnomment Chicago. Elle a mauvaise réputation, mais elle s'en moque. De son vrai nom, elle s'appelle Cité Million. Une facétie d'architectes destinée à faire croire que les locataires sont des millionnaires établis en HLM pour participer à une expérience de survie. Des sortes d'Alain Bombard naufragés volontaires dans l'Atlantique sur un canot pneumatique, avec une canne à pêche et du poisson cru, 65 jours de mouette et de régime iodé. Bon, ça change du kérosène. Même si à Orly, on a l'aéroport sans les avions. Ils ne passent pas au-dessus de chez nous, sauf quand les pistes sont saturées en juillet-août avec les départs en vacances. Dans ma cité million, le kérosène est un parfum d'été. Après enquête, le million de ma cité correspond au coût de construction d'un appartement. 1 million d'anciens francs pour avoir le droit d'entendre sans bouger de chez soi tout ce qui se passe chez les autres. Un forfait voisinage all included, selon Saint-Loup, notre professeur d'anglais, une sorte de Hells Angels qui nous apprend la langue des Rolling Stones avec Shakespeare. Bon, quand on est passé au nouveau franc, ma cité a eu peur de s'appeler la cité des 10 000, ce qui aurait été vécu comme une dévaluation de trop. Au collège, ce million devenu ancien a pris un coup de vieux. Les crédits arthritiques ont eu du mal à monter les escaliers. Dans les salles de classe du 2e étage, il est impossible d'ouvrir les baies vitrées basculantes sans risquer de la décapitation. Selon les saisons, notre salle 204 fait aquarium, four ou glacière. La température monte. Tarquin n'arrive toujours pas. Un bruit court dans la classe. Il aurait fait le détour par Arpajon. Pas la ville du haricot et des flatulences, mais Mademoiselle Arpajon, notre professeur d'italien, sans conteste la plus belle du collège, une rousse de haut en bas, copie d'un Botticelli sorti toute fraîche de sa coquille Saint-Jacques.
Elle nous apprend à rouler les R en nous faisant rêver de rouler autre chose. Quand je l'écoute, les yeux fermés, je m'imagine être une voyelle dans sa bouche, celle de l'accent tonique sur l'avant-avant-dernière syllabe, l'antépénultième. J'aime le mot. Je suis le 11e enfant de ma mère sur 13, l'antépénultième. Mademoiselle Arpajon est tellement belle que la classe passe son temps à la regarder et reste désespérément nulle en italien, tandis qu'elle est nulle en amoureux. Mademoiselle Arpajon mérite le mieux, mais elle choisit le pire. Quoique courtisée par la majorité des enseignants, les 3/4 des élèves de B, un pharmacien, un dentiste et un masseur, elle est la prétendue petite amie de Belœuvre, le professeur de gymnastique, aux avantages moulés façon torero et danseur étoile, un demeuré vantard, beau gosse d'accord, mais surtout demeuré. Mais comment peut-il lui plaire ? Donc là, un nouvel extrait du nouveau livre, L'arme du vin. Ma sœur était serveuse dans un restaurant de l'aéroport au Tournebroche. J'étais au lycée, en première. Elle m'avait pistonné pour mon stage de comptabilité à la compagnie des wagons-lits, qui, comme son nom ne l'indique pas, gère les bars et restaurants de l'aéroport. Je travaillais au service du personnel. Costume cravate obligatoire, un chef mâle et que des femmes. Trop gentilles. À la cantine, j'avais l'impression qu'elles essayaient de me gaver de dessert. Faut le remplumer, ça les faisait rire. Les selleuses gamins. Au bout de 2 ou 3 semaines, à reporter des cotisations de sécurité sociale et à tenter d'éviter les pots entre collègues aux apéricubes et bassines de sangria, j'ai été convoquée par le chef du personnel. Jeune homme, il faut arrêter de me mettre le bazar dans mon poulailler. Je n'ai pas compris. Mais le lendemain, le chef des bars a débarqué. Une terreur, impeccable en costume noir, craint et admiré. Une pointure. Il m'a inspecté, jaugé, sans annoncer la mise à prix. Ça ira, tu commences demain. 23h, 6h, bar de la galerie marchande, chemise blanche, cravate, pantalon et chaussures noires. Ciré. Va d'abord chez le coiffeur. Tu viens avec ton limonadier. Et il a disparu. J'avais l'impression que dans le bureau des femmes, les femmes me regardaient autrement. En 3 minutes, j'étais passée de stagiaire à déniaiser, à commis de bar à couver. Mais surtout, je débarrassais le poulailler du chef. À cette seconde précise, j'ai su que je ne travaillerais jamais dans un bureau. Trop de coq. Il me restait à percer un mystère, le limonadier. Ma sœur Evelyne m'a décidé. La chose était juste un tire-bouchon avec un décapsuleur de la marque Limonadier. J'ai vite compris son importance. L'outil faisait toute la différence entre un empoté de commis, comme moi, et un barman professionnel. Il avait de véritables virtuoses de l'engin, des Paganini du limonadier. J'ai patouillé, cassé, écharpé, ripé et foiré tout mon sou. Je m'entraînais à dégainer comme dans les 7 mercenaires pour enfin choper le truc. Des trucs derrière un bar, il y en a 1000. De la plonge de coups de feu à la mitrailleuse aux alcools, en passant par-dessus bord, le percolateur, la centrifugeuse, le toaster et même le pal à hot dog. On me montrait, j'écoutais, j'enregistrais, j'essayais, je rectifiais, et ça roulait plus ou moins. On ne se moquait pas, ça chambrait, nuance. J'étais en apprentissage, un bleu. Comme avec le pas quand il bricolait sur une épave. Il paraît que je me débrouillais bien au bar avec les clients. Toi, t'es une bonne gagneuse.
J'ai mis un temps à comprendre que ça voulait dire « tu fais du pourboire ». J'ai même été élue commis d'un soir au bar du personnel où je me coltinais un remplacement. Ambiance casse-croûte mouse et gorgeons de rouge à la russe. J'aimais le moment du coup de feu, tellement que mon premier roman, La lumière des fous, s'ouvre au coup de feu dans un restaurant. J'avais décidé d'écrire un polar dans lequel il n'y aurait aucun coup de feu. J'ai tenu le pari. L'épisode de mon élection de commis du soir commence par un triomphe. Derrière le comptoir, je ne savais plus où donner du limonadier. Tout le monde me voulait pour lui servir du Beaujolais, Côte-du-Rhône ou Bordeaux. Je bichais. Ils admiraient mon tour de main sur la goutte vicieuse. J'ai déchanté quand mon chef a émergé de ses roucoulades avec une hôtesse de terre dans l'office. « Tu parles qu'il t'aime, tu sers des baquets au prix du ballon. » Je m'étais trompée de verre. Question de taille. Côté chambrage, ça a été ma tournée. L'affaire des baquettes rouges m'a privée de l'événement du siècle, le premier pas sur la Lune. Question pointure, pour moi, cela restait l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963 à 12h30. Une petite balle dans la tête d'un homme, mais un grand trépas pour l'humanité. Aucun vin n'y est associé, même si, dans certains ranchs du Texas, on a beaucoup sabré de champagne californien pour fêter sa mort. Rien que pour ça, je n'en boirai jamais. Le lundi 21 juillet 1969, à 3h56 minutes et 20 secondes, j'ai encore 20 ans. Je suis étudiant à Dauphine et barman l'été. J'aime ça. Je le serai jusqu'à ma 2e année d'enseignant. Prof barman ou barman prof, au choix. Ce qui m'a permis de constater que j'ai gagné plus au bar à servir des petits noirs qu'en classe au tableau de la même couleur. Cette nuit historique, je n'en suis qu'un simple commis de bar réquisitionné par mon chef. Désolée, après le paquet, tu comprends, j'ai compris. Tout le monde avait disparu. L'aérogare était vide. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et s'en mêle les pinceaux dans sa formule historique. C'est un petit pas, etc. Une seule phrase à dire et pas fichu de la réciter correctement. Moi, je récure le comptoir en cuivre à la saumure. Un mélange de gros sel et de moutarde qui me ronge l'âme et les doigts. Faut que ça brille. Pour briller, il a brillé le comptoir. Neil Armstrong a dû le voir de l'au-delà, mon soleil à la saumure. Avant de m'abandonner, mon chef m'avait glissé. Il y a un truc pour toi dans le frigo. Un quart champagne. Il a pété façon Big Bang. Je ne me souviens plus du nom du champagne, seulement du mot du chef sur l'étiquette de la bouteille. Pour Daniel, hors inventaire. Ça m'a émue. À cause de ces petits riens, j'ai pensé devenir barman. En faire mon métier. J'aimais l'excitation des coups de feu et l'intimité des nuits passées en confidence avec une passagère, un passager en transit. Correspondance ou vol retardé. J'ai servi une orange pressée à Gina Lollobrigida. Souvenir parmi les souvenirs, mais le plus beau. Avec mon italien niveau 3e B, j'aurais voulu lui parler d'elle et Gérard Philippe, dans Fanfan la tulipe, mais je n'ai pas osé. Vous voulez que je continue un petit bout de Monsieur Belœuvre? Alors, on s'était arrêté à comment peut-il lui plaire? Suspense. Belœuvre s'entraîne au golf dans le gymnase Youri Gargarine du collège pour démocratiser ce sport de bourgeois snob et dégénéré. En réalité, Belœuvre fait le pan devant la prof de sciences. Il espère, par la seule élégance de son swing, séduire demoiselle Damier.
la jeune et frêle brindille, retranchée dans son labo dont elle ne sort jamais, par peur des microbes et des belles œuvres. Il n'a aucune chance avec elle. Daltier est une veuve consolable, mais pas par lui. Elle a perdu son chat, Hector, mort d'une castration malencontreuse, opéré par ses soins sur une paillasse du labo. On la suppose nue sous sa blouse, seulement vêtue de sous-vêtements en deuil d'Hector. Tarquin est notre professeur principal. Par respect pour ce titre, on le voudrait moins ridicule que le professeur de gym. Pourtant, avec Mademoiselle Arpajon, Tarquin est dans la même situation que Belœuvre avec Daltier, la castration en moins. Jamais il ne réussira à la séduire. Il suffit de les voir l'un à côté de l'autre sur la photo de classe, c'est Larousse et le Bled. Elle en 3 volumes et lui conjugué à l'imparfait. Il en est pathétique, incapable de se rendre compte qu'il est en plein Andromaque. Pourtant, Tarquin a écrit un jour au tableau en toutes lettres une formule à retenir. Andromaque est une chaîne amoureuse. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Nous, on a retenu, pas lui. Franchement, si c'est pour rester aussi bête avec les filles, à quoi ça sert de connaître ces classiques par cœur? Tarquin a un vice, Racine. Parfois, ça lui prend et il écrit des vers au tableau avec ses pleins et déliés d'anciens instituteurs. Pourquoi Racine? Proust prendrait trop de temps pour dire la même chose. Car si Racine est son vice, Proust est sa passion. Je soupçonne Tarquin de profiter de Racine qui est au programme pour nous parler de Proust qui n'y est pas. Si on apprenait que Tarquin a assis Proust en passager clandestin sur le porte-bagages de Racine, il pourrait avoir des ennuis. Surtout en cas d'inspection surprise, ça hantise. Pourtant, Tarquin sait qu'il peut compter sur notre solidarité. À la moindre intrusion dans le collège d'un élément étranger, c'est la Sainte Alliance. Touche pas à mon prof. En cas d'inspection, la 3e B se transforme en classe modèle. L'arrêt sur le côté, polie, disciplinée et participative. On en mangerait, un véritable orphelinat en quête d'adoption. L'intrus disparu, la 3e B peut reprendre ses lancers de boulettes, siestes réparatrices, blagues lourdes et lectures interdites. En 3e B, le chahut est une preuve d'amour. Tarquin doute de nos talents de faux cul intérimaires, c'est vexant. Il a mis au point un stratagème pour se prémunir d'une inspection impromptue. 1. Nous devons toujours avoir dans notre sac un exemplaire de Bérénice, prêt à être ouvert, scène 4. 2. Au début de chaque cours, Tarquin écrit au tableau un vers de Racine chargé de faire de la figuration intelligente. Toujours le même, celui de l'entrée en scène de Bérénice. Enfin, je me dérobe à la joie importune. Hier soir, en dernière heure, nous avions cours avec lui. Il n'a pas effacé Racine, on ne sait jamais. Une inspection nocturne. Bérénice est restée au tableau, comme si elle avait passé la nuit à nous attendre. Bonsoir à tous. Donc, je suis Pascale Bru, je suis l'adjointe à la culture donc, de Saint-Médard-en-Jalles. Je suis ravie que la salle soit remplie. Juste une petite info, donc j'espère que vous avez apprécié les lectures. Pour information, donc la librairie, le nouveau chapitre, c'est des lectures, je crois, demain. C'est ça, Lara, concernant les gourmandises. Donc je crois que c'est vers 20h, on m'a dit, mais voilà, si vous êtes... Pardon, 19h, pas 20h, 19h. En tout cas, merci Lara et Béatrice donc de la librairie Le Nouveau Chapitre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la librairie, mais elle se situe il n'y a pas très loin, en tout cas. Et Lara et Béatrice nous ont offert de bons moments de lecture en ouverture donc, de cette soirée, avec une jolie dégustation de mots, puisque c'est le thème de la soirée. Donc, d'habitude, quand on fait des dégustations, on déguste du vin aussi, puisque ça va avec, dégustation littéraire. On n'a pas pu le faire puisque les règles sanitaires
nous oblige en tout cas à garder le masque. Mais vous aurez une petite surprise en partant, donc ne partez pas comme ça vite fait. On vous réserve un petit cadeau de la part de la mairie qui vient directement du chocolatier Bouchon. Donc la prochaine soirée dégustation littéraire cheminée ensemble donc, aura lieu la prochaine le 10 mars. On a reçu, et même ce soir, donc 3 auteurs masculins, Grégoire Delacour, David Fiancnos et ce soir Daniel Picouli. Et la prochaine fois, on va recevoir donc le 10 mars 2 auteurs féminines. Donc voilà, pour changer un petit peu. Mais pour l'heure, accueillons notre invité du jour, le talentueux Daniel Picouli, et notre talentueuse organisatrice et modératrice Véronique Morel-Muaro. Merci et bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis une fois de plus très heureuse de vous retrouver et puis d'accueillir Daniel Picouli. Merci infiniment. Bonsoir Daniel. Merci beaucoup d'avoir... Madame, et moi il faut que je remercie d'abord les lectures, parce que j'étais dans mon petit coin, là, tout ému. Parce qu'il faut savoir que c'est assez émouvant d'entendre son texte dit, et surtout certains passages, comme le passage sur la bouteille, c'est quand j'étais barman. Pour Daniel, voilà, c'est parce que c'est un vrai beau souvenir, voilà, donc c'est le moment dont je voudrais remercier. Voilà. Merci beaucoup. Les larmes du vin, in vino veritas ou in bio veritas. Je vais vous laisser bien sûr en parler. Peut-être raconter en quelques mots comment cette nouvelle aventure a commencé. Et on verra qu'elle s'inscrit aussi dans votre parcours romanesque et dans cette histoire familiale, dans ce roman familial, dans cet amour familial absolument exceptionnel dans lequel vous nous entraînez depuis quelques années. Alors, cette aventure a commencé par une conférence. On m'a proposé de faire une conférence. C'était dans le Bordelais, d'ailleurs. Et cette conférence devait s'appeler Vin et littérature. J'y connais rien. Je dis tout de suite, je ne voyais pas très bien le lien que j'allais faire entre le vin et des lectures. Et donc j'ai utilisé, parce que je devais la faire cette conférence, j'ai utilisé un principe de conférencier que je vous conseille, c'est un truc, qui dit, quand tu ne connais pas un sujet, parle de toi, ça au moins tu le connais un peu. Et on ne peut pas te contredire. Enfin, théoriquement, on ne peut pas te contredire. Donc je me suis dit, et c'était en fin de compte, c'était assez amusant, parce que je me suis dit, voyons voir un peu comment le vin a existé dans ta vie, tout simplement sur un mode autobiographique, et pas simplement sur la rencontre avec tel type de vin, parce que j'ai posé comme étant tout simplement une réalité, c'est que je n'y connais rien en vin. J'ai fait un roman de 230 pages, je crois, je ne sais pas, même plus, et je n'y connais rien. Donc c'est un livre qui... plus de 300. Plus de 300 pages, pour dire qu'on n'y connaît pas, c'est beaucoup, hein, quand même. Ça fait un peu long. Et vous allez voir pourquoi, en fait. C'est que je me suis aperçu, je vais dire presque en listant ces moments, d'abord parce que j'en avais parlé avec les gens avec qui j'avais fait la conférence, et je leur avais dit, envoyez-moi, vous aussi, des souvenirs de vin. Alors j'ai eu plein de premières cuites. Bon, ça c'est un début, souvent, c'est une espèce d'amorce. Et puis j'ai eu des moments très tendres, des moments très doux, des souvenirs qui étaient très émouvants, et même certains douloureux, parce que le vin n'est pas que des moments où les choses se passent bien. Mais en tout cas, il y avait pour chacun, personne ne s'est senti en dehors de ce sujet-là, qu'ils boivent, qu'ils connaissent ou pas. Il a tout au long de sa vie été accompagné par le vin. Donc j'ai voulu raconter ça, et parce que c'est en même temps un fil biographique qui est très rarement tendu. On parle très très rarement du vin, on en parle seulement sur le mode de l'ivresse. L'ivresse est un sujet romanesque. La modération, puisque c'est quand même, ce livre est une ode à la modération, n'est pas un sujet romanesque qui semble suffisamment affriolant. Alors donc moi j'ai tout simplement voulu rendre hommage à ce sujet, à cette modération, à l'ivresse de la modération, parce que je pense qu'il y a une certaine ivresse dans la modération. C'est-à-dire que quand on a réussi à se tenir sur cette ligne de crête qui est assez étroite et dangereuse entre là où vous pouvez pencher du côté justement de l'ivresse ou du côté une espèce de détachement à l'égard du vin qui est presque suspect. Une fois qu'on a ça, vous entendez, ah t'as de la chance toi parce que ouais, mais toi tu bois pas.
Et ça devient presque une non-qualité, mais en même temps positive, le fait qu'on ne boive pas comme si on avait été, comme si on était l'exemple de la possibilité de maîtriser une des plus belles tentations qui soit avec l'amour, le vin, c'est-à-dire c'est délicieux d'y céder, et c'est délicieux de le maîtriser, et c'est encore plus délicieux de le maîtriser. Donc c'est cette idée que j'ai voulu rendre, et surtout de savoir ce que m'avait profondément apporté le vin, pas simplement les connaissances, les crus. De toute façon, je suis d'un milieu très modeste dans lequel le vin s'appelait du pinard. C'était des vins de table, les vins avec des petits bouchons de couleur, certains ont peut-être connu ça, les vins, alors je vais citer des grands noms, le Gévéor, le vin des Rochers, le Préfontaine, des vins qui donnaient lieu, grâce à ces petits bouchons, moi j'ai gagné mon premier argent en déconsignant des bouteilles quand j'étais petit. Parce que les bouteilles avaient des étoiles, et quand elles avaient des étoiles, on pouvait les déconsigner, et il y avait des gens qui prenaient ça. Et puis ça a été mon premier boulot, parce qu'on devait laver les bouteilles, on l'amenait à quelqu'un qui avait les piécettes qui étaient là à disposition, il les regardait par transparence pour savoir si on les avait bien rincées, il les respirait, puis des fois il les écartait. On avait un vrai travail. J'ai acheté beaucoup de choses importantes grâce aux bouteilles que j'ai déconsignées vers les âges de 8-9 ans. Voilà. Et c'est des moments qui sont des moments curieusement forts, parce que moi j'avais l'impression effectivement de faire un vrai travail, parce qu'il était nécessaire que j'ai bien goupillonné les bouteilles, que ça se respectait. Moi, le gars me disait, ça se respecte une bouteille de vin, tu ne vas pas prendre ça avec un fond de vin. C'était des choses qui paraissent rien comme ça, mais qui, quand vous êtes gamin, vous mettent sur une bonne voie par rapport au vin. Puis en plus, après, j'ai rencontré un grand artiste qui faisait des portières en bouchons. Vous savez, les petits bouchons, il les enfilait sur des fils à pêche, et il faisait des portières. Et ça dessinait des portraits, ou ça dessinait... Je l'ai appelé le Picasso de la piquette, parce que c'est un artiste. C'était un artiste. Et moi, je ramassais les bouchons partout, je faisais des sacs entiers que j'allais, et qui déversaient dans ce qu'il appelait son atelier, et je le regardais fabriquer. Et il avait un secret à lui, c'est que ce type qui faisait de l'art avec de la piquette, il avait une cave dans laquelle il avait encadré des grands vins. Encadré, hein, vraiment avec un cadre doré, comme dans un musée, comme s'il avait fait un musée des vins, comme ça, qu'il ne buvait jamais. Et qu'il allait voir, et qu'il m'emmenait. Et après, je le raconterai, mais c'est un des vins. Il m'a offert une bouteille de vin qui a été quelque chose de très important le jour où j'ai déménagé, le jour où j'ai... Oui, on peut en parler. On en parlera. Voilà. On peut en parler, on peut, bien sûr. Oui, parce que... C'est une scène absolument extraordinaire. C'est des mondes... moi, j'étais gamin dans un monde qui était ville-monde, qui était mon enfance, qui était mon école, ce que vous avez pu entendre. Et je suis passé à Orly, là, le collège, là, dont vous avez entendu quelques échos, cette fameuse 3e B. J'ai été dans la 3e B, là où il n'y a pas de 3e A. C'est une espèce de snobisme qu'on avait dans le CEG Julio Curie d'Orly. Et cet homme, donc, qui m'a offert le plus beau vin du monde, on en parlera, m'a offert cette bouteille quand je suis parti de Villemont. C'est un arrachement, hein. C'est un arrachement avec ma vraie enfance, celle qui va de 0 à 12 ans. Et je me suis retrouvé projeté dans une cité HLM des années 60, qui était une espèce de merveille absolue. Hein. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui d'appréhender les cités HLM comme des merveilles, mais ça l'était. On venait tous de conditions, moi je suis 11e d'une famille de 13, on vivait dans quelque chose qui était de l'ordre de ce fond de salle. Et on y était très heureux, hein. Nous on avait au mètre carré, il y avait un bonheur intense. Mais il n'empêche que quand on a, au bout de 10 ans, obtenu un HLM, quand on est entré dans ces HLM, mais ce sont des émotions très difficiles à reconstituer aujourd'hui, de se dire que quand on entre quelque part et qu'il y a des dalles plastiques par terre, ça nous émeut, on dit voilà, on va passer la serpillière assez facilement. Ma mère tout de suite avait compris ce que ça voulait dire, c'était plus le paille. Moi je passais la paille de fer, j'ai l'impression que j'ai passé mon temps gosse à passer la paille de fer sur des parquets un petit peu improbables. Et puis après, je suis rentré, il y avait un chauffage central. C'est-à-dire qu'on avait pu aller chercher le charbon, parce que quand on était dans les années 50, quand il faisait noir et qu'on allait au tas de charbon, c'est qu'il y avait des martiens.
C'était l'époque des Martiens. Vous vous en souvenez plus, mais il y avait des Martiens partout à cette époque-là. Et donc, on avait une trouille terrible. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah, c'est fini avec les Martiens, le chauffage central. Il n'y a plus besoin d'aller chercher des... Bon, enfin bref, c'est des choses comme ça. Mais pas seulement ça. Vous entrez dans une pièce qui est un peu à part, qui s'appelle une salle de bain. Mais on n'avait pas de salle de bain, on a tout fait sur un lavabo, un robinet, et c'était quelque chose de tout à fait naturel. Ah, si, il y avait un baquet en zinc où on nous lavait avec mes petites sœurs, c'était la mémo pour tout le monde, c'était sympa, on était nombreux quand même. Bon, mais ça s'arrangeait tout ça. Et donc, on entre dans un appartement comme ça, et puis après, il y a la dernière merveille absolue, le vide-ordure. Le vide-ordure. Un truc, mais qui est insensé, c'est-à-dire que moi, je suis gamin, et je sais que je ne vais pas avoir le matin à courir pour aller prendre la poubelle, la mettre sur le trottoir pour que les boueux, ça s'appelait des boueux à l'époque, ça s'est toujours appelé des boueux pour moi, qui passaient et qui ramassaient les ordures. Non, 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 on avait juste à jeter. Et les gens ont passé les premiers jours à jeter. C'est-à-dire que les bidons ont été bouchés dès le premier jour. Dès le premier jour. J'ai même un copain, mais quand il m'a beauté, qui a essayé de remonter par le conduit pour faire peur à sa mère. Non, franchement. Non, mais c'est bon. Donc, c'était une toute autre vie, qui paraît complètement baroque aujourd'hui. C'est surtout les émois que ça procurait, le bonheur que ça procurait, parce que c'était la réalité. Moi, j'ai eu juste dans ce HLM d'Orly, j'ai eu une frayeur mais alors, énorme. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon collège. Mon collège. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que ma mère allait me surveiller à toutes les récréations. Alors, ma mère, pour compenser cette frayeur et cette inquiétude, j'avais le droit, à 4 heures, quand à la récréation de 4 heures, j'allais, je me postais en dessous de la fenêtre et elle me jetait un casse-croûte. Ma mère avait dû lancer le sandwich pendant toutes mes années collège, et moi j'ai essayé de rattraper les sandwichs comme me faisait ma mère. C'était pas simple. Donc, je disais à maman, non, arrête de mettre des cornichons, s'il te plaît, parce que ça vole dans tous les sens, s'il te plaît. Donc c'était tout un autre monde, c'était tout un tas d'autres bonheurs. Et puis, moi j'ai quand même une faculté à transmuter tout en situation drôlatique, et ça l'était. Mais là, on fait l'inauguration de la cité. La cité, c'est-à-dire que tout le monde arrive en même temps. Ce qui est une chose extraordinaire. Vous arrivez dans le même lieu, 29 rue du Docteur Calmette, c'était mon âge, moi j'étais au premier étage, et ça a été une espèce de nuée de gens qui arrivaient avec des chariots, des trucs, ils avaient des meubles de partout, tout le monde arrivait en même temps, et on a fait un concours. Il y a eu un concours parce que la municipalité a voulu inaugurer, et donc comme on faisait pour les bateaux. Vous savez, les bateaux, on les inaugure en brisant une bouteille, parce que qui n'a pas connu le vin pour un bateau connaîtra un mauvais destin. Et on le dit, et tout le monde le raconte dans les histoires, le Titanic n'a pas été baptisé avec une bouteille. C'est une réalité. Donc on s'est dit qu'on ne voulait pas, enfin les autorités d'Orly ne voulaient pas que notre cité sombre comme le Titanic, donc on l'a inauguré comme un bateau. Sauf que c'est un HLM, et que la bouteille, elle a traversé la porte. Ouais. Et donc, ça a été épouvantable. Enfin, ça a été une scène comme ça. Mais c'était cet aspect drôlatique et toutes ces petites scènes qui ont constitué une communauté de gens. Moi, je suis resté jusque presque plus de 30 ans même dans ma cité, et c'est resté quelque chose d'inégalable. Ce moment où on est tous arrivés ensemble et où les gens quasiment ne partaient pas. On changeait de HLM, c'est-à-dire que ma mère, elle rêvait d'un HLM avec des ascenseurs. Nous, on était un petit HLM de 4 étages, et tout ça, tout mignonnet en briques, que je trouvais sympa, mais quand même avoir un balcon, surtout pour mettre des bacs Riviera. Ma mère, elle rêvait de bacs Riviera. C'était des bacs à réserve d'eau, c'était une espèce de trésor absolu. Madame, je sens que vous avez eu un bac Riviera. Mais oui, mais ma mère en parlait comme d'un truc, et le jour où elle a pu avoir des bacs Riviera, ça a été un événement considérable. Donc, moi j'aime cette époque, et je la raconte même à travers le vin, cette époque qui est ces 30 glorieuses. Maintenant, on en parle beaucoup, et on en parle des fois maintenant un petit peu comme ça, avec un petit ricanement, parce qu'on dit oui, c'était pas aussi extraordinaire que ça. Oui, mais c'était une
il n'empêche, extraordinaire, que ça a été faramineux, et qu'il y a un épisode que je raconte dans ce livre. Alors, la bouteille qui traverse la porte, on nous fera revenir à Henri, où, après j'ai visité les caves, parce qu'à cette époque-là, les gars arrivaient dans les cités, ils mettaient un petit cadenas pour protéger leur pinard, autant dire que les caves étaient fracturées très très rapidement, donc on a aussi commis des choses de ce genre-là, j'ai accédé au vin par la fracture, bon, si on peut dire, quand on était plus jeune. Mais il n'empêche que dans ces années 1960, il y a quelque chose qui a émergé, c'est que de toute façon, pour tout le monde, ça allait mieux d'année en année, c'est une réalité quasi économique, et est arrivé le champagne. Mais le champagne comme étant quelque chose qui devenait plus normal. Évidemment, on est passé par le kir devenait la boisson qu'on partageait, c'était celle qui permettait des apéritifs rapides, avec du kir et des apéricubes. On réussissait une soirée, c'était pas à cette époque-là, c'est pas un problème, et c'était parce que c'était tout à fait nouveau que de se mettre en situation comme ça. Et le champagne, lui, alors par contre, moi je m'en suis bien rappelé, parce qu'on allait tous les samedis à Carrefour, à Créteil, comme ça, et le but c'était de remplir le caddie, parce qu'il fallait que ça fasse riche. Donc on remplissait le caddie et on comparait avec les caddies qui faisaient la queue. Il y avait une espèce de course comme ça, à l'opulence, devant les caisses. Et l'élément déterminant de la course pour l'opulence, c'était la bouteille de champagne qui trônait comme ça, à l'avant du caddie, un peu comme ça, comme pour trancher enfin, le côté clignotant des trucs. Et il fallait absolument avoir un de ces champagnes qui montre que ça allait bien, dans la famille. Donc chez nous, ça a été le cordon rouge. Le cordon rouge qui a remplacé le moitié chandon, parce que le moitié chandon, ça ne se voit pas. Alors que le cordon rouge, vous le posez sur un caddie, tout le monde sait que c'est du champagne. Alors donc on a éliminé un champagne parce qu'il ne se voyait pas assez. Pas parce qu'il est bon, parce qu'il est mauvais, ou qu'il est moins bon, non, parce que ça en jetait plus quand on faisait la queue avec les autres. C'était des trucs aussi ridicules que ça, aussi ridicules, hein, parce qu'on faisait la compétition des caddies, c'est la même époque où on allait rentrer et au premier feu rouge, tout le monde faisait la compète. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des courses. On s'arrêtait au feu rouge et les voitures faisaient vrom, mais démarraient comme ça. C'était une époque de ce type-là, que j'adore reconstituer parce que c'est la réalité de cette époque-là. Donc le champagne a eu comme ça cette fonction de nous faire grandir et surtout de marquer très clairement comment la situation familiale s'améliorait à travers des signes comme ça, qui étaient des signes très importants. Parce que dans cette histoire, le vin commence très tôt. Vous allez voir dans la biographie, elle commence dans le ventre de ma mère. Moi, je commence très souvent dans le ventre de ma mère. Je trouve que c'est un très bon observatoire pour la vie en général. Et donc, dans le ventre de ma mère, j'entends surtout discuter. C'est un truc. J'aimerais que les neurosciences travaillent vraiment là-dessus, à savoir qu'est-ce qui nous reste des conversations que ma mère, en l'occurrence, et ses copines avaient autour du ventre de ma mère pendant 9 mois. Moi, j'entendais tout. Vous avez tous entendu. Mais pourquoi on ne s'en souvient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas... Moi, je prétends qu'il nous reste des choses de ces conversations-là, et qu'on a des choses que, peut-être on oublie parce que c'est nécessaire, mais qui sont là. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait mon éducation déjà, et c'est pour ça que, pour moi, le premier souvenir du vin, c'est le mot vin, c'est la tache de vin. Quand j'étais gamin, j'entendais souvent parler de la tache de vin. La tache de vin, c'était la trace de cette envie qu'avait eue une maman enceinte. Elle avait eu une envie, elle s'était touchée quelque part, et apparaissait une tache de vin. J'espère que vous connaissez ça, hein. C'est quelque chose, voilà. Et moi, je me vois très très bien, gamin, dans le ventre de ma mère, disant « Maman, ne te touche pas, ne te touche nulle part, s'il te plaît. » Et surtout évite des gariguettes, des fraises. Parce que tout le monde pensait que c'était vraiment une envie de fraise, c'était implacable. Vous étiez sûr d'avoir une tache de vin si vous vous touchez. Et donc j'ai l'impression que j'ai été pendant très très longtemps dans le ventre de ma mère, non, ni fraise, ni ne bouge pas, ne bouge pas. Et moi, même dans son ventre, je restais tranquille, justement. Donc le vin est ça, et le vin est aussi, par exemple, il y a quelque chose qui est dans les apprentissages, dans les choses que vous apprenez très profondément le vin, et qui peuvent paraître anecdotiques. Et je raconte comment
dans un repas familial qui a été préparé pour moi. Ma grande sœur m'a fait des escargots. C'est la première fois qu'on me faisait un plat pour moi. Moi, chez moi, on mangeait ce qu'on vous servait. Et on finissait son assiette. Et on finissait son assiette non pas pour être simplement poli à l'égard de sa maman, on l'était bien évidemment, mais surtout sinon ça nous privait de dessert. Puisque on mangeait le dessert en retournant l'assiette. On mettait un peu de fromage blanc, de la confiture, et c'était Noël, quoi. Et c'était... Tous les repas se terminaient comme ça. Donc c'était pédagogiquement un bon truc. En tout cas pour nous faire finir l'assiette. Et encore aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut ne pas terminer son assiette quand quelqu'un d'autre a préparé pour vous un repas. Quoi qu'il en soit. C'est un truc, même en tant qu'adulte aujourd'hui, que je ne supporte pas. C'est idiot, hein, complètement idiot. Quelqu'un vous a invité, a fait un repas, a préparé quelque chose, et tombe des critiques là-dessus. C'est idiot, hein, mais moi, c'est un des trucs qui pourrait me rendre... je suis un garçon calme, hein, vous avez remarqué. Ça pourrait me rendre plus que nerveux. Je trouve ça insensé. Quelqu'un a passé du temps, a préparé une attention pour vous, et vous trouvez que c'est pas assez cuit, pas assez salé, pas assez... Mais venez manger chez ma mère, elle brûlait tout. Elle brûlait tout. C'est-à-dire que, oui, il n'y avait même pas à se scandaliser de quoi que ce soit. Je le raconte, j'ai toujours pensé même que c'était un épice qu'elle rajoutait après. Le goût de brûlé, c'est un des plus beaux goûts qui existent au monde en matière de cuisine. Et j'ai même toujours été étonné que Ducros soit incapable de reconstituer ce goût et que vous puissiez demain, n'importe quel, acheter, je voudrais un goût de brûlé de chez Ducros, voilà, pof, et puis vous en mettez, et les gens disent, ah, ça sent bon. Voilà. Ouais, ces choses-là, donc ce repas, il est emblématique d'une découverte dingue. C'est-à-dire que, voilà, je suis invité chez ma sœur, dont j'adore le mari, mon frère, qui a une crème, en plus qui a la qualité primordiale que ma mère mettait au-dessus de tout, c'est un bosseur. C'est un gars qui bosse. Et il était menuisier, chez lui, tout était en chaîne. Enfin, bon. Et donc, il y a un repas, et elle m'a même fait des escargots, je trouve ça insensé. Après, plus tard, quand je voulais me faire le plus grand plaisir, je me prenais des escargots. Bon. Et cet homme, on boit, mais lui buvait pas. Et le repas, l'ambiance est tellement agréable qu'il se sert un verre de vin blanc, il boit, et il a une crise de délirium très mince, que moi je crois que ça veut dire que c'est pas mince, un délirium. Et je vois changer cet homme. C'est-à-dire cet homme qui était la douceur, l'amour, est devenu très violent. C'était très dur. Avec mon père, ils ont même été obligés de se colter. Bon. Et en une fraction de seconde, grâce à ce rien, à ce verre, parce que après on m'a expliqué, quand vous êtes en sevrage, il faut très très peu pour vous faire retomber. Il avait arrêté de boire pendant, on va dire, près de 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, et en un verre de vin, il a basculé. Et cet épisode m'a simplement appris que derrière quelqu'un, il pouvait y avoir quelqu'un d'autre. Et quand vous avez 8 ans, c'est quelque chose d'énorme, parce que bêtement, comme un enfant, vous vous demandez si derrière vous, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ou est-ce que, plus tard, quand vous grandissez, ou est-ce que le vin va révéler quelque chose de vous, un aspect de vous que vous n'aimerez pas, ou qui ne vous conviendra pas, et contre lequel il faudra peut-être lutter. Vous apprenez ça à 8 ans. À 8 ans. Simplement dans un verre de vin que quelqu'un d'autre a bu. Et il a bu un verre de vin blanc, et pendant très 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 longtemps, je n'ai jamais pu boire de vin blanc. Jamais. Maintenant, aujourd'hui, je peux. Parce que je sais qu'il n'y a pas le dragon au fond du verre, comme je les croyais quand j'étais enfant. Mais il n'empêche qu'il a scellé en moi un rapport à quelque chose qui est le vin blanc, qui est de l'ordre de cet ancrage sur rien, un verre, une anecdote. Et c'est aussi ces moments-là qui m'ont fait dire qu'il y avait dans une biographie, il y a plein de moments comme ça extrêmement importants. Et j'espère que dans ce livre, ce qui peut apparaître comme une succession qui serait d'anecdotes, de moments drôlatiques, tendres, doux ou un peu tristes, non, c'est les apprentissages qui m'apportent.
Et ce qui m'importe aussi de fondamental dans ce livre-là, c'est que, comme je vous l'ai dit dès le début, je ne suis pas un connaisseur. Je ne suis pas un connaisseur, et j'ai eu à parler devant, parce que j'ai été intronisé, parce que comme je n'y connais rien, ils m'ont intronisé au Clos Vougeot, en Bourgogne, et donc j'ai dû faire le fameux discours d'intronisation. En fait, ils prennent des people, des écrivains, des politiciens, parce que c'est bien, parce que ça, voilà, c'est agréable, hein, c'est très agréable, et vous avez devant vous 580 spécialistes. Donc vous êtes sûr que vous allez vous faire rétamer. Si vous faites le malin, si vous faites même le simili-connaisseur, vous allez vous faire ratisser. Donc, je me suis dit, et ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui paraît une boutade, parle de toi. Et parle de toi, ça ne veut pas dire, bon, c'est pas une question d'ego. C'est que ce qui est important dans le vin, c'est les moments que ça fabrique, les apprentissages que ça apporte. Comment ce sont des repères dans la vie. C'est ça qui m'apporte. C'est pas les marques, c'est pas les étiquettes. Je peux en citer, j'en ai quelques-uns, et des choses qui existent. Mais c'est en quoi ça participe de ce que tu es très profondément. Et c'est ça qui... Et en même temps, je veux, en me déclarant cancre des cépages, analphabète des appellations, rendre à chacun le droit absolu d'aller vers le vin comme il le souhaite et comme il le veut, de rester impressionniste par rapport au vin, de rester sur le mode des émotions qu'il procure, et non pas forcément d'être même tétanisé par ce qu'on appelle la langue du vin, la neuve langue, c'est-à-dire une langue de connaisseurs qui est faite pour être partagée entre connaisseurs et auquel on ne comprend pas. Mais on pourrait avoir l'impression que plus quelqu'un parle finement du vin, plus il comprend mieux le vin et mieux il ressent le vin. Ça, je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'on pourrait même se dire et faire un exercice et faire, je ne sais pas moi, avant il y avait la méthode assimile de la langue du vin, et on pourrait apprendre la langue du vin. On pourrait même échanger avec des connaisseurs sur la base de cette langue. Elle est très répertoriée, on voit ce qu'il en est des mots, de la syntaxe et tout, des choses qu'on peut dire pour apparaître connaisseur, et on pourrait avoir le sentiment, et on s'apercevrait que après, quand on goûte le vin, il n'y a pas plus d'émotion. Moi j'ai dit, et je le dis dans ce livre-là, tout ce que je peux vous dire quand on me parle, quand je déguste, et maintenant je déguste beaucoup, je peux vous dire ce qui se passe dans mon palais, dans ma tête, dans ma gorge, mais c'est tout. Et c'est tout. Et je ne vais pas utiliser les mots des autres pour le dire. Et je pense que c'est quelque chose de très important, parce que je vois par exemple, moi j'ai une fille de 23 ans, c'est à cause d'elle, j'ai les chaussures rouges, pas à cause de ça. J'ai une fille, quand votre fille vous offre des chaussures rouges, il faut les mettre. C'est pas, ça, tous les pères vous le diront, c'est impératif. Hein. Non, papa, tu les portes, oui. Oui, Marie, je porte tes chaussures rouges. Et quand je parle avec ma fille, bah oui, elle a maintenant 23 ans, elle est entrée dans une société, elle est un peu cadro, quelque chose, bon, voilà. Et elle me dit, le premier repas d'affaires, elle travaille histoire et patrimoine, donc voilà, elle rencontre des gens, tout ça. Elle me dit, mais le premier repas, il parlait que de vin. Il parlait que de vin. Mais je dis, oui, mais c'est ce qui va arriver, bien sûr, parce que c'est un des liens possibles. Après, on ira vers le chose, mais une des portes d'entrée les plus faciles à ouvrir avec les autres, c'est de parler du vin qu'on va boire, du vin qu'on sert, de celui qui est capable d'en parler, de celui qui ne connaît pas, de celui qui s'étonne, de celui qui demande, de celui qui reconnaît que, bah non, voilà, et curieusement, enfin pas curieusement, on s'est trouvé ça. Et moi, je lui ai dit, il faut, dans ce milieu-là, que tu sois capable. Que tu sois capable au moins d'avoir quelques repères. Alors elle a fait un stage d'œnologie, niveau 1, comme ça, et elle a adoré ça, parce qu'elle est d'une génération, elle, qui sont plutôt, je ne vais pas dire, elle n'était pas comme ça, mais binge drinking, vodka et compagnie, quoi, des soirées étudiantes, ces soirées assez magiques où on ne danse pas. C'est un émerveillement pour moi. Un gars qui a été fabriqué au rock'n'roll, au slow et puis au twist, de savoir que on peut passer toute une jeunesse et une adolescence sans danser, je trouve ça particulier. Donc voilà, et donc elle a l'apprentissage du vin, l'approche du vin, qui lui permettra tout simplement d'entrer en contact avec les autres. Et puis je lui ai expliqué ce qu'il en était de cette façon de se décomplexer. Elle me dit, mais moi, ils n'ont pas des termes et tout ça, mais d'entrer. Pose-toi comme simplement quelqu'un qui n'y connaît pas, tu vas avoir quand même tes points de repère, et que tu peux seulement parler de ce qui te procure. Et tu seras étonné de t'apercevoir combien ils apprécient, parce qu'il y a dans le vin aussi la peur que les jeunes gens
se détourne complètement, ce qui est un peu ça. Parce que justement, il y a cette complexité apparente, et quand vous avez 18, 19, vous avez l'impression que vous êtes dans un monde, comme quand les spécialistes de Proust parlent de Proust, vous arrêtez de lire Proust parce que vous dites, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur Proust. Ouais, je vais vous dire. Ou alors vous imaginez votre cité sous les lois proustiennes. Voilà, absolument, parce que je revendique le droit d'avoir mon Proust. J'ai discuté avec des tas d'universitaires, j'ai regardé des conférences et tout ça. J'ai été là et j'ai dit, mais attendez, mais non, c'est pas celui-là, c'est pas ça que moi, Proust m'a appris. C'est-à-dire, moi, j'étais un gamin de 15 ans qui écrivait, qui voulait écrire, qui écrivait des lettres d'amour, on ne peut pas imaginer. J'ai dû en fatiguer, des films. Enfin, voilà. Et je voulais simplement dire ce qu'avait procuré comme liberté Proust. C'est-à-dire tout simplement ce que je dis dans ce livre-là. Proust, il te dit, t'es un gamin, t'écris, tu sais pas très bien, tu regardes à la télévision des écrivains, ça te fait peur parce qu'ils sont vieux, ils fument la pipe, tu te dis c'est ça, écrivain, j'arrête tout de suite. Mais il n'empêche que c'était ça, hein, c'était ça la télévision à une certaine époque. Et vous êtes là et vous dites, mais pourquoi moi j'aime? Ça a l'air d'être étrange d'aimer Proust, et j'ai écrit tout un roman pour expliquer comment, d'abord, j'ai un lien affectif avec Proust. C'est une histoire d'amour que vous avez à 15 ans, vous rencontrez quelqu'un, 2 minutes 30. C'était la durée des morceaux de musique de notre époque, 2 minutes 30. Les amours aussi, 2 minutes 30. C'est un truc, c'est une époque un peu rapide, quoi. Voilà. Mais qui laisse des souvenirs extrêmement forts. Et donc vous êtes là et vous essayez d'expliquer que non, moi j'ai pris dans Proust la liberté d'un gars qui vous dit, voilà, tu veux faire des phrases courtes, fais-les, tu veux faire des phrases longues, fais-les, tu veux faire 3 hommes avec une femme, 2 femmes avec un homme, tu veux faire croire à tout le monde que ton héros c'est une femme alors que c'est un homme, vas-y, fais-le, t'as le droit, c'est tout. Et quand quelqu'un, un écrivain à 15 ans, vous donne la liberté de faire, je trouve qu'il a fait pour moi le plus beau boulot qui soit. Il m'a donné ce qu'il y avait de plus important, la liberté de... Et j'espère, dans une certaine mesure, et si je peux y contribuer, donner la liberté à tout un chacun d'avoir ce rapport-là sans avoir le sentiment que ce rapport est inférieur, que la sensation est moindre, que le ressenti est plus faible. Non, on peut avoir des émotions intenses, extraordinaires avec le vin, avec le moment où on l'a vécu, sans posséder cette grammaire-là. Et ça, c'est... Enfin, moi, c'est... compte tenu de ma culture et d'où je viens, je suis obligé régulièrement parce que j'avais 2 solutions, où je devenais agrégé de littérature, ça a été formidable, j'adorais ça, ils m'ont mis en comptabilité, moi, en 3e, donc, parce qu'à la fin du livre, peut-être que si vous le lisez sur Proust, je veux faire de la littérature, on m'envoie en comptabilité, bien évidemment. Ça paraissait logique pour eux à cette époque-là, parce que quand on vient de HLM, d'un milieu ouvrier, ben non, on ne se lance pas dans des grandes études de lettres, parce qu'on n'aura peut-être pas de travail avec ça, alors bon, autant faire CAP comptable, chute de jambes. C'était des raisonnements qui pouvaient se tenir peut-être, mais qui ont été ceux que j'ai subis. Donc à partir de là, à partir du moment où je n'ai pas eu cette formation-là, je dois essayer de justifier le fait que, ben non, c'est pas pour ça qu'on est une truffe, voilà, en gros, si je puis dire, dans tous les domaines qui soient. Et ça, c'était aussi, et ce vin, parce que, par contre, ce que j'ai constaté, parce que bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de connaisseurs, des gens extraordinaires. Moi, je le dis dans ce livre, je crois que dans le vin, ce que je préfère, c'est les vignerons. J'aime rencontrer les vignerons, j'aime parler avec eux. Ce sont des gens, d'ailleurs, qui me font penser à ce fameux beau-frère, comme disait ma mère, un bosseur. Ce sont des bosseurs. Ils vont dans la vigne, ils vont sur le terrain. Ce sont de ces gens qui travaillent bien, qui peuvent travailler bien, qui peuvent travailler dur et voir leur travail en une grêle, en une gêle, rectifié. Ça constitue une philosophie de vie. Et en plus, ce sont des gens qui ne sont jamais en colère contre la nature. C'est leur partenaire, parfois elle les abandonne, et parfois elle les aide. Et ils savent qu'ils font partie de ça. Et moi, j'adore ça. En tout cas, c'est quelque chose qui, dans mon épopée avec le vin, a été toujours quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est aussi un hommage à eux. Alors je te regarde inquiète, il faut m'arrêter, hein, parce que je suis d'accord avec toi. 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 Alors je vais lire un petit passage. Comme ça va te permettre de boire un petit coup, mais d'eau. Et puis, j'ai une petite question justement sur l'épopée familiale.
on va retrouver Bala. Et on va retrouver une question intéressante qui traverse justement la littérature contemporaine actuelle. Et il me semble que toi, tu y apportes une réponse assez extraordinaire. J'ai écrit pour Bala une nouvelle, Les mouchoirs blancs, avec un taureau qui parle. C'est lui qui raconte. Dans sa tête, le taureau, c'est tout de la corrida. Tout de ce qu'on attend d'un taureau bravo. Il se prépare au combat avec pour seul objectif obtenir sa grâce. Il va y parvenir tant il manifeste bravoure et noblesse. Le public est prêt à lui accorder quand soudain il a le sentiment de trahir sa caste et préfère se donner la mort d'une charge vicieuse en ligne brisée. Le public ne sortira pas les mouchoirs blancs pour demander sa grâce. Le matador l'exécute. Bala avait lu ma nouvelle et posé une question troublante. Toi, tu crois que tu aurais été un taureau bravo? Je savais de quoi il voulait parler. De nous, des études, de la famille, de la cité. Est-ce qu'on allait trahir notre caste pour se sauver? Ou se laisser exécuter pour rester fidèle? On en avait discuté à l'infini. Dans notre cas, pour conclure bêtement, la vie est une corrida sans taureau. Moi, j'aurais juste posé une question. À cette époque où nombre d'écrivains pleurent un peu sur le fait qu'ils sont des transfuges, qu'il est douloureux de regarder une classe à laquelle on n'appartient plus, de considérer une classe dans laquelle on entre. Il me semble que le rapport que vous avez ou que tu as à la littérature et à tes parents permet justement d'être absolument bien partout, de créer une épopée, je disais une épopée d'amour fantastique, parce que cette autobiographie sur le vin, c'est un moment extrêmement privilégié pour les retrouver, non pas encore, mais de nouveau, sans cesse, jusqu'à l'immortalité justement des mots, et se sentir bien d'où on vient et bien là où on est, pour parler toujours et à jamais d'eux. Oui, comme quoi j'ai raison de me taire de temps en temps, parce que c'est une vraie question, c'est pas un vrai problème, c'est une vraie réflexion éthique, morale, à savoir, quand on écrit, à quoi on doit être fier, bien sûr, ça c'est, je le sais, à quoi on doit être fidèle. Et moi, ma famille, mon père, ma mère, elle c'est 13 enfants, lui le grand noir qui épouse une femme veuve avec 9 enfants, qui a travaillé toute sa vie, qui est mort à 50 ans d'avoir travaillé pour nourrir correctement et nous laisser sur le droit chemin. Maman, elle est décédée un peu plus tard, mais pas très âgée. Donc, j'ai ces deux repères-là. Ces deux repères-là. Et j'aurais honte, si je les trahissais en quoi que ce soit. Et si je n'aurais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout fait, pour moi, pour nous. Souvent, et même là, vous voyez, faut que vous sachiez, moi je suis un peu animiste, d'ailleurs vous verrez, je peux faire parler un réverbère, je peux faire parler une montagne dans un livre. La question, toi objet inanimé as-tu une âme, moi c'est réglé, il y en a une. Et je peux vous dire, là par exemple, on est là ce soir, que ma mère dit, Daniel, je t'ai dit d'arrêter de faire des gestes comme ça devant les gens. Et tu es devant les gens, et normalement, tu devrais retirer ton chapeau. C'est pas bien élevé. Et la seule chose que j'aurai à répondre à ma maman, c'est que je porte un chapeau pour pouvoir le découvrir devant ceux que j'aime. C'est aussi simple que ça, maman. Mais je me ferai engueuler de toute façon, ne vous inquiétez pas. Bon, je ne suis pas venu en costume avec une cravate, donc déjà, c'était réglé. Ces gens-là, je leur dois tout. Je leur dois ce rapport. Je viens effectivement de quelque part dont je suis extraordinairement fier. Mais extraordinairement fier, ça ne veut rien dire. C'est fier pour ce que ça m'a apporté, pour ce que c'est et pour ce que j'espère continuer à rendre. Bon, tous mes livres, d'une manière ou d'une autre, parlent de ce rapport-là. Voilà. Et vous parlez de cette façon qu'on pourrait avoir. Et la question de Bala, elle est très simple. Est-ce qu'on va un jour trahir notre classe, notre origine, nos parents? Est-ce qu'on va les trahir parce qu'on va être les premiers à avoir fait des études?
Moi, je suis le premier des 13 gosses de ma maman à avoir été au lycée, à avoir été en faculté, à avoir un diplôme supérieur, à être enseignant. Je suis le premier, donc je pourrais faire retentir les trompettes de la renommée. Mais c'est rien du tout, ça. C'est rien du tout, parce que quand je vous dis que le grand noir, mon père, Roger, il a épousé ma maman. J'ai écrit un livre qui s'appelle Paulette et Roger, où j'ai mis leurs photos de mariage. Toute ma jeunesse, j'ai eu les photos de mariage de mes parents, et à chaque fois, je devais me dire, regarde Daniel, ta maman là, elle a 27 ans, elle attend son 10e enfant, et le grand noir là, lui, il a 7 ans de moins, 7 ans de moins qu'elle. C'est le jour de ses 21 ans, il l'épouse et il prend le tout. Est-ce que toi, tu seras capable un jour de faire ça? Un jour, j'ai eu l'âge de mon père, 21 ans. Je me suis levé et je me suis dit comme ça, comme une réflexion, presque un exercice de style. Aujourd'hui, Daniel, tu épouses une veuve avec 9 enfants. Vous vous recouchez tout de suite. Parce que vous sentez bien que vous n'aurez pas les épaules. Et ce sont des petites choses simples dans la vie qui vous remettent à votre place, celle que je considérais ma place. C'est-à-dire le rapport entre ce que eux ont pu faire et ce que moi, je pourrais faire, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est pas, je minimise pas ce que je fais ou pas, c'est pas ça. C'est, mettons en rapport les choses. D'où on vient, ce qu'ils ont fait, ce que tu as fait grâce à eux. Voilà, c'est simple. Ça, c'est des choses simples qui sont le meilleur garde-fou contre les risques, justement, d'oublier. Et alors, vous avez une chance, en plus, extraordinaire que j'exerce dans ce livre. C'est que quand vous écrivez, moi, je voudrais que tout le monde écrive. Je vous le dis tout de suite, c'est plus que lire, presque, il faut lire, évidemment, écrire. Parce que moi, je sais combien ça agrandit la vie. Combien ça donne une dimension à ce que vous êtes, à ce que vous souhaitez faire, qui est dingue, qui est dingue. Et dans ce livre, j'exerce ce privilège insensé qu'ont les écrivains de pouvoir faire revivre des gens comme mon père, ma mère, ma sœur, des gens qui ont disparu. Et quand je dis revivre, c'est pas raconter un épisode, non, non, c'est faire revivre. J'ai raconté dans Fort-de-l'Eau une scène qui est une scène où, à Fort-de-l'Eau, c'est en Algérie, mon père travaillait pour faire des sous, il allait en Algérie travailler pour Air France, et un jour il nous a payé des vacances que j'ai racontées dans Fort-de-l'Eau, j'avais 12 ans, et c'était les plus belles vacances de toute ma vie. D'abord déjà j'arrivais dans un pays où je ressemblais au monde, c'est-à-dire moi j'étais le petit arabe de service, tout le monde me parlait en arabe, j'ai pris une raclée parce que je ne comprenais pas l'arabe, bien sûr, bien évidemment, parce que moi j'arrivais de mes cités, et j'ai vécu, c'est pour vous dire comment c'est assez sidérant, c'est que j'ai vécu un épisode avec ma maman, que je ne sais même pas si je le raconte dans Fort-de-l'Eau, où on est en maillot de bain, on est sur la plage, on se promène avec ma mère et puis mes deux sœurs, Maryse et Martine. Pour bien comprendre la scène, il faut savoir que ma mère a fait 13 gosses, 12 avec les yeux bleus et moi. Ma mère avait de l'humour, hein, déjà, tout de suite, d'entrée. Donc, moi, je suis le petit gars que tout le monde prend pour un petit arabe qui se balade avec sa maman et ses yeux bleus et mes deux petites sœurs avec les yeux bleus. Ma mère veut, parce qu'elle aimait bien, ma mère nous emmenait regarder les maisons des autres sans envie. Elle nous montrait ce que les gens possédaient de bien. C'était on a toujours fait ça, se balader, s'arrêter pour regarder des belles maisons, des choses de genre. Bon. Et il y avait une plage privée avec des transats, des beaux trucs comme ça, des gens, ça servait. Et elle se faufile pour entrer. Elle se faufile même pas, elle demande à entrer. Il y a deux cerbères à l'entrée, là. Madame, oui, je vous en prie. Non, vous, les filles, oui, mais lui, non. Mais pourquoi? Non, faites pas entrer de petits indigènes sur la plage. L'indigène, c'est quoi? C'est comme ça qu'on appelait l'indigène. Mais c'est mon fils. Non, madame, s'il vous plaît, non. Écoute, on nous le fait, là, non, on ne peut pas, si moi je vais avoir des ennuis. Et ma mère, on est en maillot de bain. Ma mère n'a pas pu prouver que j'étais son fils. Mes sœurs disaient, mais si, c'est mon frère, mais si. Et on a dû repartir comme ça. C'est une des plus grandes abominations que j'ai jamais ressenties. En même temps, ça m'a fait rire, parce que moi, je sais que c'est ma maman. Mais
mais, j'ai pas pu entrer. Et donc, ces vacances, en-delà d'avoir été merveilleuses, curieusement, elles m'ont procuré un sentiment un petit peu amer, parce que des années après, quand on le racontait avec ma maman au fond de l'eau, une fois elle a dit, ouais c'est vrai, c'était des belles vacances, on était bien, tout ça, mais avec votre père, on n'a jamais pu être tout seul, on n'a jamais pu avoir un moment de tranquillité, vous étiez toujours accrochés à nous, ça c'est sûr. Nous, à notre père, on était accrochés, oui, oui ça c'est certain, Maryse, Martine et moi, les petits, là, bon. Et avec ton père, j'ai toujours rêvé tu vois, l'escalier qui descendait vers la plage, là, de faire comme les gens faisaient, ils descendaient l'escalier, ils allaient un petit sentier, ils allaient se promener tout seuls, comme ça. Bon, ça m'a fait un drôle d'effet, parce qu'elle n'avait jamais parlé de ça. Et j'ai écrit Fort de l'eau, et j'arrive à cette scène-là, où mes parents commencent à descendre l'escalier, c'est-à-dire l'endroit où on se jetait sur eux, quoi, voilà. Et avec mes deux petites sœurs, je vois mes deux petites sœurs qui commencent à démarrer quoi, pour aller, et je les arrête. Dans le livre, je les arrête. J'arrête mes petites sœurs. Et je leur explique, et je leur dis, bon, on ne bouge pas, on reste là, on ne laisse pas vraiment descendre sur la plage. On se met, tout ça, pourquoi on ne fait pas ça l'habitude. Voilà, je fais le frère aîné, voilà. Et je les regarde descendre. Je les regarde descendre l'escalier, je les regarde aller sur la plage, et je les regarde partir vers ce petit chemin qui va vers le fort. Personne au monde pourra me dire que ça n'a pas existé. Personne. Je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas seulement retranscrit, je l'aurais fait vivre. Et je le ressens comme ça. Et même quand je vous en parle là, je le ressens, je les vois descendre. Ils ont vécu ce moment. On pourrait me dire, mais c'est à Paris. Ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu. Et rien ne pourra me retirer ça. Et c'est un privilège insensé, effectivement. Et dans ce livre, je l'ai exercé. Dans ce livre, à la fin, hein, je ne vous spoilie pas les choses. Hein, c'est un livre qui n'est pas contenu uniquement dans sa fin. Dans ce livre, à la fin, j'ai une petite sœur qui a disparu très tôt. Ma petite sœur, la dernière, la 13e, la fin de série, comme on l'appelait, avec beaucoup d'amour. Et je fais pareil. Je lui fais revivre un moment qu'elle n'a pas eu le temps de vivre. Et personne, et même pas moi, arrivera à penser, à croire, à imaginer ou à suspecter qu'elle ne l'ait pas vécu. Elle l'a vécu, puisque je l'ai écrit. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fascine et des fois me dérange, tout ce discours sur le vrai, sur la validation par le vrai. L'envie même, le désir parfois. Le désir de savoir la vérité, c'est profondément un désir qu'on vous mente. Qu'on vous mente. Parce que, est-ce que ça a de l'intérêt, la réponse à la question que vous posez sur le vrai? Sûrement pas. Sûrement pas par rapport au doute que vous avez, et donc peut-être au plaisir que vous avez agrégé. Il y a quelques années, l'exemple de cette écrivaine qui a écrit, qui était Vivre avec les loups. Vivre avec les loups, qui est quelqu'un qui part des camps et qui raconte comment elle a pu partir des camps, traverser et tomber sur des loups qui l'ont protégée et qui l'ont quasiment recueillie. Et elle a vécu comme ça, elle raconte. Un succès mondial. Un succès mondial. Des années après, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être il y a 10 ans, des enquêteurs, des journalistes prouvent par A plus B que c'est impossible, qu'elle n'a pas pu vivre ça, qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Et on a interrogé les gens, il y a eu deux types de réactions. C'est un scandale, il y en a qui sont retournés, se faire rembourser le livre. Hein. Aux États-Unis, ça a été un très très gros scandale, et d'autres qui disaient, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, ça m'a ému. J'ai vécu des émotions grâce au livre, c'est tout. Et ce sont deux attitudes qu'on peut avoir même dans la vie en règle générale. Et là, je veux dire, moi, en tout cas, en tant qu'écrivain par rapport à mes parents,
par rapport à mes parents et par rapport à ma famille, c'est tout. Je ne fais revivre personne d'autre. Voilà. Eux le méritent. Et c'est quelque chose que je trouve extraordinairement important et émouvant. Et c'est même, et ne serait-ce que pour ça, j'aimerais que tout le monde puisse écrire. Et tout le monde peut écrire. Voilà. Il y avait vraiment enfin, un jour que je fasse un roman pour montrer que c'est comme pour Proust, c'est comme pour le Pinard, l'écriture c'est pareil, on peut. On peut. Tout le monde peut. Et ce qu'il en tirera est incommensurable. Incommensurable. Et ce serait dommage de s'en priver, si je puis me permettre. Je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement, du coup, transgresser une forme de, comment dirais-je, d'interdit ou de que font peser un certain nombre de comment dirais-je, de règles. Je pense à la fameuse faute d'orthographe. Au fait, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et la fidélité à un moment, là, elle est extraordinaire. Et les petites sœurs qui contraignent, qu'est-ce qu'elles ont bien fait, hein, parce que sinon, un nombre d'histoires seraient perdues. Et puis, vous ne seriez pas là, justement, à nous dire écrivez, écrivez. Alors, la faute d'orthographe, bon, je suis un dysorthographe profond. Et donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle, enfin, un bouquin, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle La faute d'orthographe et ma langue maternelle. C'est magnifique. Et qui est en fait le petit gamin que je suis à 10 ans qui vit une expérience entre guillemets traumatique. Non, parce que moi j'ai presque dire qu'il n'y a rien qui me traumatise, je transmute ça, je transmute. Non, j'ai un instituteur que j'adore, que j'ai rencontré dans le champ de personne, c'est une merveille absolue, un gars qui me fait confiance, qui sait, oui, je faisais beaucoup de fautes, oui, il me disait, Daniel, tu fais des belles rédactions, et tes fautes les cachent, donc bon, mais il avait une générosité à mon égard, une bienveillance qui m'a sauvé jusqu'en CM2. Et puis, il est malade, ou il est remplacé, ou il est en stage, j'en sais rien, et donc on nous met un remplaçant qui, lui, alors là, n'a pas du tout le même rapport avec les fautes d'orthographe lors de ma première dictée, bon, qui était en fait assez commune, 26 fautes 3/4, c'était une espèce de moyenne, un truc, enfin je vais même pas forcer, hein, voilà. Parce que d'abord, premièrement, article 1, j'étais un gamin qui savait qu'il allait faire plus de 5 fautes. À l'époque, 5 fautes, 0. 26 fautes 3/4, 0. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre que ça ne sert à rien de faire 5 fautes et demie, de bosser comme un malade pour faire 5 fautes et demie, qu'on aura 0 quand même? Ouais, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris ça vite. C'est tout. Ce qui fait que j'avais une stratégie qui était relativement simple, c'est il y a dicté, allons vite à la 5e faute. Ouais, comme ça c'est réglé. Après, on est plus détendu, on peut écouter le texte, on peut rêver, on peut jouer avec un pote, tout ça, ça ne pose aucun problème. Mais je trouve que ça a existé dans le système, c'est comme ça, et je ne peux pas imaginer avoir été le seul à réfléchir comme ça par rapport à ces 5 fautes d'orthographe. Alors donc, je fais plein de fautes, il a 26 fautes 3/4, l'autre il attrape une apoplexie, le remplaçant, et comme il était un petit peu brutal, où il y avait des méthodes quand même à cette époque-là, qui parfois pouvaient l'être, il m'attrape, il me met sur le bureau, il m'attache mon cahier de dictée autour du cou, et puis il me montre à la classe, voilà, séance d'humiliation. Alors, il y a un problème, le gars il s'est peint, parce que lui, il dit, ah, regardez, comment il faut être bête, pour faire autant de fautes d'orthographe, il faut être bête à manger du foin, c'est sa formule. Bon, ça aura un développement, celui-là, mais il pense que toute la classe va rigoler, et va se moquer de moi, l'humiliation, le cancre est là, tout ça, rien. Le gars il sait pas que je suis nul en orthographe, mais que je suis meilleur au foot. Qui c'est-il qui fait les équipes à la récréation? C'est moi. Qui c'est-il qui choisit un tel pour jouer et faire la meilleure équipe? C'est moi. Et il n'y en a pas un qui a moufté dans la classe. Il est un petit peu surpris. Il a mis ça sur la bonne éducation de la classe. Pas du tout. Sinon, il ne jouait pas au foot à la récré avec moi. Et après, il fait une erreur qu'un enseignant ne peut pas faire. C'est que quand il dit il faut être bête à manger du foin, hein, il ne sait pas que ma mère est dysorthographique. Elle a fait 13 enfants, elle a peu travaillé les règles de grammaire, j'en conviens. Et elle était dysorthographique. Ma mère écrivait quasiment phonétiquement. Et ma mère, je le dis dans un livre, elle ne savait pas écrire pharyngite, des maladies comme ça qu'on avait. Donc, nous, on est restés en bonne santé,
Parce que notre mère ne savait pas écrire nos maladies et qu'on ne voulait pas arriver à l'école avec un mot disant mon fils n'est pas été là ce soir. Déjà ce soir, il a déjà 3 fautes. Il a eu une pharyngite. Et ça ne va pas la tête. Non. Donc, on n'a pas eu de maladie parce que ma mère ne savait pas les écrire. C'est simple, ça. Je vous assure, vous restez en bonne santé parce qu'elle en connaissait très peu de maladies. Donc, ce gars fait ça. Moi, qu'est-ce que je veux? Il est en train tout simplement de dire que ma mère est bête. Puisque ma mère fait des fautes d'orthographe, elle est bête. Et vous avez cette réaction d'un monde qui a 2 solutions. Et c'est ce que je dis dans le début de la faute d'orthographe. Vous avez 2 solutions. Vous tuez le gars. Bon, voilà, vous avez 10 ans, c'est pas mal. Vous tuez facilement, les gens se relèvent, tout ça, c'est pas grave. Ou bien, vous faites des fautes d'orthographe uniquement pour prouver qu'on peut faire des fautes d'orthographe sans être bête. Parce que vous êtes un gamin de 10 ans, je défie à ce gars-là de dire que je suis bête, moi. Donc, s'il ne peut pas le dire, il ne peut pas le dire pour ma mère. Et c'est quelque chose de très étrange, et j'en ai fait une pièce de théâtre. J'adore, je vais vous réciter le début. Je vais vous réciter le début, vous voulez bien? C'est pas prévu, hein. Mais de toute façon, on fait ce qu'on veut. C'est même pas prévu qu'il y ait un film, d'ailleurs. Si? Ah si? Oh, oui. Bon, on fait rien. Bon, ça fait, on va y arriver comme ça. Parce que je vais être obligé de me courber. Ouais, oh, c'est pas grave. Voilà. Le début de la pièce, il y a une petite musique, tout ça, il faut imaginer, ça se passe dans une classe. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans, et voilà comment ça commence. Hein. Après, ça dure 1h15, donc ne vous inquiétez pas, ça sera un petit mot. Je vais tuer mon instituteur. J'ai 10 ans, c'est le bon âge pour commencer une carrière de meurtrier. Je vais devenir le plus jeune tueur de l'école Foch de Vimont. Bon, pour l'instant, je suis puni. C'est l'instituteur qui m'a perché sur le bureau. Il m'a mis à sécher comme une andouille. C'est ce qu'il a dit aux élèves de la classe. Ils ont rigolé, ils sont descendus en classe et moi je sèche. Mon cahier de dictée autour du cou. Ouais. C'est à cause de ce cahier que je vais tuer l'instituteur. À cause d'une phrase qui a signé son arrêt de mort. Bon. C'est aussi ce que me dit mon père le matin, avant de partir à l'usine, quand il doit signer mon livret de notes catastrophique, pendant que moi je suis enfermé au cabinet et que je prie Sainte Rita pour que le verrou résiste. Le verrou a résisté, merci Sainte Rita, je peux tuer l'instituteur. Mais attention, pas n'importe comment, je vais le tuer avec style. C'est important le style. Le maître nous le répète avant chaque rédaction. Jeunes gens, il faut soigner votre style. Soyez mon style, je vois bien qu'il est malade mon style. Quand je regarde mes rédactions, il y a tellement de rouge dessus que j'ai l'impression qu'elles ont été corrigées au mercurochrome. Enfin voilà. Un jour, j'espère, vous la donner tout en entier, parce que sinon, je vais partir pour 1h15. Donc la faute d'orthographe. Donc quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai eu beaucoup, je fais des signatures, j'ai beaucoup de signatures, beaucoup vous êtes écrivain et vous faites des fautes d'orthographe. Je dis oui. Je dis ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, l'imagination, le fait d'écrire et la faute d'orthographe. Et alors, votre livre, ça veut dire qu'il faut faire... Non, je dis non. Si vous pouvez vous débarrasser des fautes d'orthographe, parce que ce que m'a appris l'épisode en question de ce remplaçant, c'est que le problème de la faute, c'est plus la façon qu'a de considérer ça comme une tare, puisque j'avais un instituteur qui restait avec moi bienveillant, m'appréciait, considérait que j'avais certaines qualités, arrive un autre qui considère que je suis moins que rien parce que je fais des fautes d'orthographe. Donc je me suis dit, le problème, Daniel, c'est pas la faute d'orthographe, c'est la façon dont on le regarde. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de parents inquiets qui me disaient, mais il fait plein de fautes, elle fait plein de fautes, plus les garçons d'ailleurs, les fautes. Je dis, mais votre gosse, vous le trouvez intelligent? Il est bien. Ah, il est bien comment? Oui, il est bien. Oui. Et ben voilà. Après, on va voir, mais de toute évidence, oui, c'est vrai. Il y a un certain nombre de dispositions. Vous savez, on dit souvent que les apprentissages, c'est des fenêtres qui s'ouvrent un moment et qui se referment après. Ben moi, la fenêtre de l'orthographe, elle s'est ouverte, elle s'est refermée vite. Hein. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc,
Ce sont des réalités. Maintenant, quand même, heureusement, avec les neurosciences, il y a plein de trucs qu'on sait un peu plus, on sait un peu plus comment ça marche, un peu dans la tête, comme ça. Et la faute d'orthographe et l'orthographe ne sert qu'à exercer un pouvoir, une contrainte, un sentiment de supériorité à l'égard de ceux qui font des fautes. Pourquoi pas? Mais il faut ramener ça à ce que c'est-à-dire un rapport aux choses qui peut être tout à fait différent selon qu'on est de l'ordre de la bienveillance ou que l'on veut enfoncer la tête sous l'eau des autres. Bon, c'est juste des choses de genre. Mais par contre, moi j'étais prof, hein, j'étais prof dans des BTS, ça rigolait pas quand ils envoyaient un dossier, une lettre de motivation, tout ça, bien évidemment. Parce que beaucoup de gens me disent, voilà, moi je reçois des CV avec plein de fautes. Et je dis, le premier problème, c'est comment ça se fait qu'il a laissé partir son CV avec tant de fautes. Il n'a pas fait relais, il n'y a pas que des gens autour de lui. C'est ça, plutôt que ça dénote, plutôt que son orthographe, parce qu'on ne saura jamais quelle est sa véritable orthographe une fois qu'on l'aura embauché. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Et la faute d'orthographe a été l'occasion, outre le fait, et j'ai pas pu résister à l'envie que j'adore être sur scène et jouer, qui est un plaisir insensé. Ça aussi, aujourd'hui, il y a plein de clubs théâtre, je trouve ça. Mais moi, ça aurait été affreux, parce que je crois que le premier club théâtre que j'aurais rencontré, j'y serais allé. Parce que j'ai toujours voulu, quand j'étais gamin, depuis que je suis gamin, moi je voulais être acteur, moi. Oui, bien sûr. Puisque dans ma famille, quand on est beaucoup, vous savez, dans ma famille, le plus dur c'est de prendre la parole, et le plus dur c'est de la garder. Et on était dans une espèce de représentation permanente, donc c'était quelque chose il y avait une espèce d'apprentissage à la dramaturgie, ou en tout cas à l'expression dramatique, mais il n'empêche que moi j'ai fait ça, j'ai même pris des cours de théâtre quand j'étais étudiant en droit. Bon, étudiant en droit, on a du temps, on a un peu de temps libre, donc j'ai pris des cours de... Ouais, enfin, non, les parents, retirez cette phrase. Non, vos enfants travaillent très fort. Et il ne faut que ça. J'étais à SAS, tout ça, bon. Et donc, je suis allé à l'Odéon, j'ai pris des cours de théâtre, j'adorais ça. Bon, on faisait des textes, on jouait, bon, on se voyait déjà. Bon, moi, je préparais le conservatoire de la rue Blanche. Bon, ok. Et ma maman a trouvé un jour dans mes affaires un petit coupon comme ça, là, qui avait des tampons. Parce qu'on payait toutes les semaines, tous les mois, je ne me souviens plus, on payait des cours moi je payais des cours de théâtre. Et moi ça fait, tu prends des cours de théâtre, tu veux être comédien? Non, c'est comme ça me plaît, j'ai un peu de temps, j'ai toujours voulu faire ça, voilà. Et là, elle me regarde, mais avec un visage que je vois encore, elle me dit, mais comment tu vas gagner ta vie? Vous avez votre mère, là, dans ce HLM d'Orly, votre père, qui ont travaillé, qui sont très fiers de votre itinéraire. J'étais en fac de droit, donc ma mère était sûre que j'allais être juge. Elle disait à toutes ses copines, méfiez-vous, hein, mon fils il va être juge. Bon. Et je voyais dans ses yeux une inquiétude pour moi. Ma mère était inquiète parce que j'étais en train de prendre une orientation dans laquelle elle ne se retrouvait pas, et c'est normal. Elle ne pouvait pas comprendre ce que je voulais faire en prenant ces cours de théâtre. Et je l'ai vue profondément inquiète. Ça, parmi les choses dont on parlait tout à l'heure, que les images, l'éthique, le rapport, ce qu'on rend, c'est impossible. Ma mère ne pouvait pas être inquiète pour moi. J'ai jamais accepté de la mettre dans une situation où elle pouvait être inquiète pour moi. Parce que ça me paraissait, pour moi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a tout fait pour moi, je ne peux pas la rendre inquiète. Donc, j'ai immédiatement arrêté les cours de théâtre et je me suis dit, wow, tu reprendras ça plus tard. J'ai fait prof. J'avais une scène à moi, un public obligé de venir, 23 ans de succès. C'est quand même quelque chose, ça peut remplacer d'une certaine mesure. Hein. Et après, j'ai eu cette possibilité-là, parce que quand elle a été qui a fait Picouli, je me suis dit, d'ailleurs, t'arrêtes pas de dire tout le temps qu'à cause de la télé, de la préparation, l'écriture, tu peux pas faire ça. Et j'ai écrit une pièce de théâtre et je l'ai jouée. Et j'avais raison, j'ai eu raison d'attendre. Et j'ai éprouvé des choses qui sont insensées. Être derrière un rideau, entendre la salle gronder, avoir la petite musique de scène qui commence, le rideau s'ouvre, et c'est à vous
et à vous tout seul, waouh, c'est un truc d'enfer ça. Non, franchement, c'est une drogue dure. Quoi. Je veux dire, voilà, faut pas commencer parce que de toute façon, après on a. Alors voilà, vous avez après des gars, ils se lèvent pour dire que 2 minutes d'un texte. Ça arrive, ces trucs-là. Voilà. Mais c'est des choses qui sont assez extraordinaires. Et je suis heureux aujourd'hui que dans les classes, que les gens maintenant, on puisse faire ça, que ce soit cette maîtrise de l'art oratoire, que cette maîtrise du théâtre, cette maîtrise de mise en scène de soi, mais au sens propre et positif du terme. Oui, ça c'est bon que ce soit démocratisé. Après, voilà, il y a des excès en tout, mais ça c'est important. Donc voilà. Et la faute d'orthographe, oui, non, j'ai peut-être rassuré quelques parents avec ça, mais les gens qui pensent encore que c'est un signe distinctif et ne pas l'avoir, oui, c'est plutôt de l'ordre de la tare. Bon, c'est comme ça, mais c'est leur affaire. Ça l'est plus, en ce qui me concerne, la mienne. Je pense qu'il faudrait réfléchir, d'ailleurs, juste pour rajouter 2-3 petites choses, il faudrait réfléchir sur le terme que l'on emploie, faute, la culpabilité. Pourquoi ne pas avoir parlé? Moi, c'est ce que je faisais, j'ai eu il y a quelques années de jeunes collégiens, et je leur disais, on va parler plutôt d'erreur d'orthographe. Et on va partir du principe que l'orthographe est un code, comme les agents secrets, et que pour que l'agent secret puisse comprendre votre message, il faut maîtriser un code. Point. Et on va s'amuser à maîtriser le code. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à... Alors, je vais vous dire, pour l'orthographe. Je suis donc dysorthographique profond, mais j'organise des concours d'orthographe. Je rédige des dictées. Mon ambition est que personne ne fasse moins de 40 fautes. Je prends toutes les difficultés possibles. Je le fais dans le cadre du prix Marcel Pagnol, dont je suis président. Et à Aubagne, vous avez le samedi matin 300 personnes qui arrivent, qui viennent pour se faire massacrer par un texte que j'ai pris. J'ai pris un texte de Marcel Pagnol et je le charge de toutes les difficultés. J'ai des piles de difficultés. En plus, j'ai Jean-Joseph Julot, que vous connaissez sûrement, qui est un maître en orthographe. Donc je fais... Et j'adore me retrouver le samedi avec des gens qui viennent là pour faire des fautes. Je trouve ça extraordinaire. Ils viennent avec des amis, des copains, ils viennent en bande. Il y a un silence comme ça. Alors on les sépare, hein, parce qu'ils trichent bien évidemment, comme tout le monde. Et donc on les sépare. C'est un moment de partage extraordinaire. Et après, je ne connais pas plusieurs ergoteur. Et ils viennent me voir. Ils disent oui, mais on aurait pu dire autrement. Vous avez mal prononcé ça et tout ça. Ils ont entre 18 et tout, comme âge. Et ils sont comme des mômes. Et j'adore ça. Et là, d'ailleurs, j'ai dit, je le dis plusieurs fois à des enseignants, n'administrez pas des dictées, faites-en composer. Moi, je suis pour que, par équipe de 2 ou de 3, ils composent une dictée, et c'est l'équipe qui fait faire le plus de fautes à l'autre qui a gagné. C'est quand même simple, ça. Eh bien, je vous affirme, avec ça, d'abord, vous activez toute la perversité qu'il y a cachée. Et ils vont les travailler, les règles. Ils vont les travailler parce que ce qu'ils veulent, ils savent, là, ils comprennent à quoi ça sert. Ils comprennent à quoi ça sert. Ça sert à faire des fautes aux potes. Et c'est tout. Et alors, bien sûr, alors, on me dit, ouais, il peut faire. Non, j'ai dit non. Toutes les règles utilisées qui ont fait faire des fautes, il faut être capable de les justifier et les appliquer. Voilà, c'est ça. Moi, si on avait fait ça, peut-être en CM1, en CM2, voilà, et bien peut-être que j'aurais. Parce que j'ai plein de malignité en moi, j'aurais appris des règles, rien parce que j'aurais imaginé mes copains en train de se planter sur la règle que j'avais concoctée. C'est-il pas beau d'être malicieux comme ça, quand même? Et malfaisant, en l'occurrence, c'est malfaisant. On va parler d'une autre jouissance, la jouissance à recomposer l'histoire, à jouer avec l'histoire, à retrouver l'histoire. On retrouve le personnage de Marie-Antoinette. J'ai peut-être envie d'en lire juste quelques mots, et comme ça je vais vous laisser enchaîner. En classe, justement, le maître nous avait parlé de la fuite à Varennes. Je croyais que c'était un épisode familial. Mes parents ont habité à Varennes-Vauzelles. J'imaginais Marie-Antoinette, Louis XVI, le dauphin et la dauphine s'arrêter au café de la Petite Poste que tenait l'amant. Le roi, en connaisseur, lui recommandait un pichet de votre fameux bouilli boucané et 2 verres de grenadine pour les petits. L'amant les aurait cachés dans la cave, et le pas fait passer en zone libre dans le coffre de sa traction FFI, comme pendant la guerre.
Mais la fuite royale, ce n'était pas à Varennes-Vauzelles, mais à Varennes tout court, trop court. Chaque jeudi, la grosse diligence jaune continuait à me narguer devant chez moi. J'étais triste. Je n'avais aucune chance de sauver la reine. Pourtant, le maître avait donné des détails importants sur cette fuite. Axel de Fersen, l'amoureux de la reine, et le gentil organisateur suédois de l'évasion, avaient fait préparer une énorme diligence, jaune, confortable, mais pas très discrète. Elle clignotait. Plus intéressant, la berline royale prendrait son premier relais près de chez moi à Bondy, où Fersen la confierait à l'escorte du marquis de Bouillé pour les mener par le nord au Luxembourg. Ça y est, j'ai mon plan. Le 20 septembre 1791, alors que la famille royale quitte les Tuileries en catimini et accoutrée en bourgeois façon carnaval, je me poste devant chez moi, à Villemomble, avenue de la Maçonnerie à l'époque. Au passage de la diligence, une voix poudrée m'interpelle. Pour Bondy. C'est tout droit, sire. Je saute sur le marchepied, je m'agrippe à la portière et bascule à l'intérieur. Ça sent bon l'iris, la rose, le jasmin, la fleur d'oranger, le cèdre, le musc de tonka et l'ambre gris. Bref, le parfum de Marie-Antoinette. Il est irrésistible, le parfum de Marie-Antoinette. Oui, c'est un souvenir, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il y a de formidable dans l'histoire, c'est que c'est un peu comme l'orthographe. Vous l'apprenez, vous apprenez, vous adorez, vous aimez l'histoire, et vous essayez de trouver toutes ces petites failles, tous ces petits blancs de l'histoire pour vous insinuer dedans. Et dans ce petit passage, tout est historique en ce qui concerne des personnages, en ce qui concerne même Bondy. Et comme effectivement, moi quand je vois Bondy, je sais que ça y est, ça va m'appartenir, parce que j'habitais Villemont et Bondy c'était juste de l'autre côté. Donc l'histoire de France a cette faculté chez moi d'être un terrain de jeu. Mais parce que ça l'a été depuis que je suis petit. C'est-à-dire que dans le champ de personne, je raconte comment un de mes plus grands plaisirs, c'était d'ouvrir les paquets de café Mocarex qui contenaient des petites figurines en plastique qui étaient des figurines historiques. Et il y avait celles sous la Révolution, l'Ancien Régime. Et moi, mes compagnons de jeu, c'était Marie-Antoinette, Axel de Fersen, Louis XVI et tout ça. Et j'ai souvent raconté que Axel de Fersen et Marie-Antoinette, moi je leur ai organisé des tas de rendez-vous amoureux dans le dos de Louis XVI qui ne voyait rien. Voilà. Et puis, c'est des trucs. Moi, j'avais pas des cow-boys et des Indiens. J'avais Marie-Antoinette, Axel de Fersen, Fouquier Tinville, tout le monde. Voilà. Donc j'ai joué toute mon enfance avec des personnages historiques. Et en plus, grâce au fait que, bah oui, je rêvais d'enlever Marie-Antoinette sur le chemin de la guillotine. Je suis sûr que j'ai fait un bouquin entier là-dessus, parce qu'effectivement, il y a eu un complot pour enlever Marie-Antoinette sur le chemin de la guillotine. Le complot est perruqué, une femme aveugle qui dirigeait ça, 54 gars qui ont été guillotinés parce qu'ils se sont fait prendre avant. Bon, mais ça, c'est historiquement. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que moi, après, quand j'étais gamin, je sauvais Marie-Antoinette de tous les moyens possibles, c'est-à-dire que je le raconte dans la faute d'orthographe et la langue maternelle. S'il faut sauver Marie-Antoinette avec sa grue jaune, que vous le prenez comme ça, ou un camion, je le faisais. C'est-à-dire que mine de rien, ça vous apprend quoi? Ça vous apprend l'anachronisme. L'anachronisme qui est une des choses les pires dans un roman historique, quand vous mettez... Bien sûr que si vous enlevez Marie-Antoinette dans une voiture décapotable, ça clignote, ça se voit. Mais vous pouvez le faire un peu plus subtilement. Mais enfant, je ne voyais pas le problème d'enlever Marie-Antoinette avec une grue jaune. J'avais 9 ans, j'avais 8 ans, j'avais 10 ans. Et la vraie question, c'est, je me disais, mais pourquoi ça choque autant quand on le fait à 40 ans, dans un livre? Je ne comprenais pas. L'anachronisme, il fait partie de l'apprentissage de l'histoire. Vous pouvez créer des anachronismes parce que vous connaissez l'histoire, parce que vous l'avez étudiée, parce que vous avez trouvé les interstices, les crevets dans lesquels vous glissez dans l'histoire. C'est la même chose que pour l'orthographe. C'est-à-dire qu'il y a des matières, moi c'est peut-être un tropisme personnel, mais j'appréhende toujours les sujets, les domaines, à travers la façon dont je vais pouvoir les utiliser. Les façons dont je vais pouvoir me les approprier. Et Marie-Antoinette, dont je suis tombé amoureux à 10 ans, 10 ans, et je l'ai raconté aussi dans un livre, à 10 ans, je découvre
dans un magazine, le genre Paris Match, un truc comme ça, qui avait une bimbo, une actrice de cette époque-là, dont on voyait la photo, qui avait un tour de poitrine de 106 cm. J'ai 10 ans. Comme Marie-Antoinette. Je fais quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il fait, l'abruti de 10 ans, le gosse de 10 ans? Il prend le mètre de couturière de sa mère et il mesure par terre 110 cm, comme ça, par terre. Il regarde ça et il a un choc. Vous pouvez le comprendre, il a un choc. Et il devient définitivement amoureux de Marie-Antoinette à cause de ces mensurations-là, qu'il ne peut pas apprécier, comprendre, mais même imaginer. Voilà. Mais c'est idiot. Il n'empêche que c'est la réalité, tout simplement. C'est ça aussi que moi j'aime, et je le fais pour le vin, et je le fais pour l'histoire. Il faut que les choses aient un rapport sentimental avec moi. C'est le plus sûr moyen pour moi d'y accéder. C'est le plus sûr moyen pour moi de le comprendre, et pas seulement le comprendre, d'en profiter, d'en bénéficier. Si je m'accapare un personnage historique, je vais l'aimer, je vais tout savoir sur lui, simplement parce qu'avec lui, il s'est passé quelque chose. Voilà. Et dans cet extrait-là, il y a curieusement une diligence, parce que c'est vrai que les vins du postillon, le camion des vins du postillon, ça imitait un coach. Et quand je voyais ça, je me disais, ouais, c'est avec ça que Marie-Antoinette a été enlevée, quoi. Parce que le Axel de Fersen, qui était comme un garçon un petit peu bravache, il a fait une... Moi, si j'étais un historien, je critiquerais de façon féroce la façon dont Axel de Fersen a fabriqué une bagnole quasi clignotante pour faire une fuite à Varennes. Il faut vraiment être suédois, quoi. Enfin, il a fait chaud, quoi. Vraiment. Enfin, paix à son âme, quand vous savez que Axel de Fersen a été lynché par la foule dans les années 100. Voilà. Donc, Axel, excuse-nous si on se moque de toi, on t'aime, il était extraordinairement élégant, il était beau comme tout en soldat Mocarex. Trouvez des soldats Mocarex, regardez-les, vous verrez, ils racontent des histoires extraordinaires. Donc, c'est de cet ordre-là, et si vous voulez, c'est comme si parfois, et je peux parler, c'est comme si on avait un petit peu de retenue par rapport aux choses que l'on aime de façon sentimentale. Il y a une formule que j'adore, que ma mère a gravée dans ma tête et qui maintenant valide et valorise tout ça, tous ces espèces de sentiments un peu étranges, un peu niais. C'est cucul la praline. J'adore ça. Mais voilà, je l'utilise. Quand quelque chose est cucul la praline, je me le dis. Ouais. Ah ouais, mais en même temps, ça contient la jeunesse, ça contient la dérision, ça contient tout ça, quoi. Oui, on a des fois des attachements, des élans, cucul la praline. Et merde, c'est bon, quoi. Je trouve. Voilà. Et je trouve, d'abord, premièrement, l'intérêt de tout ça, c'est que moi, j'ai besoin aussi de trouver des mots qui vont sur ces choses-là. C'est-à-dire que ce sentiment un peu vaporeux, un peu niais, un peu mièvre, un peu roudoudou, tout ça, dès que vous avez l'expression cucul à praline, vous êtes sauvé. Vous savez quoi en dire, vous voyez de quoi il s'agit, et vous l'avez anobli avec le coup de tampon qu'il faut. C'est aussi simple que ça, quoi. Et ça, c'est très important, la force des mots. Enfin, pour moi, ça n'a toujours eu, et dans ce livre, je peux rebondir, partir simplement sur un mot. Oui, parce que c'est là tout de suite, quand vous êtes... Là, j'ai écrit une adaptation des larmes du vin. Et vous verrez, dans la première partie, c'est le gamin qui raconte. Et je voulais raconter ça en seul en scène, je l'ai fait. Et bien évidemment, comme il y a 300 pages, je m'arrête au baptême. Vous voyez, je nais, je suis dans le ventre de ma mère, et puis au baptême, j'ai fait 1h15 de spectacle. Donc je m'arrête. Et je lui dis, tu ne peux pas appeler ça les larmes du vin, parce que c'est juste, j'allais dire, voilà, une espèce d'autobiographie prénatale, quoi, dans le ventre de sa mère. Donc, voilà. Et je raconte cette histoire-là, et il y a un moment, le gosse, il est un petit peu ivre, parce qu'il a bu une petite lichette que sa maman a prise, tout ça, donc il est un peu ivre, un peu comme les gosses quand les parents ont fini une soirée et puis que les mômes passent derrière et ils font les fonds de verre, et il est pompette. Et je me suis dit, ouais, Daniel,
C'est ça le titre, pompette. Parce que je trouve que ce mot, rien que ce mot simple, contient des vertus d'enfance, un étonnement, une ivresse. C'est pour moi un des plus beaux mots de la langue pour parler de ce que peut ressentir un enfant quand il a, de façon comme ça, un peu aléatoire, bu un petit coup qu'il n'aurait pas dû boire. La première ivresse. On ne la retrouvera jamais. Jamais on ne parviendra plus tard à être pompette. C'est-à-dire à avoir une petite ivresse d'enfance. Et ce mot-là, il a suffi, et la pièce s'appellera Pompette, parce que le mot dit la chose. Là, il y a ce fameux poème de l'abbé de Lattaignant, le mot est la chose, et on est beaucoup là-dedans. Bon, le mot est la chose. Si on arrive à faire coller un mot sur la chose, le mot devient vivant et devient à nous. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Est-ce que non? Pourquoi non? Exactement. Alors, une première question. Comme on dit, on va passer tout de suite à la seconde. Pas de questions? Non? Alors moi, j'ai envie de rester sur cette image de l'ivresse de l'enfance. Je crois qu'on est gentiment pompette. Et en tout cas, pompette avec une infinie gratitude. Vraiment, merci. Du fond de notre cœur.